Bon. Amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport, édition de ce mercredi 27 juillet. Au programme ce soir du foot avec la saison sportive, vous le savez, c'est pas encore terminé, mais déjà la Fédération camerounaise de football se projette vers la prochaine. Dans une circulaire datée du 21 juillet dernier et largement relayée ces jours, la FECAFOOT donne les différentes conditions remplies par les clubs pour participer au prochain championnat MTN Elite 1, MTN Elite 2, la Guinness Super League de football féminin. Il faudra par exemple engager les équipes de moins de 15 ans et de moins de 17 ans au football jeune, engager également une équipe au beach soccer ou au futsal, présenter les statuts de la société constituée au sein du club, établir un budget prévisionnel de la saison à venir pour ne citer que ces différentes conditions. En tout cas, si certains fans de football apprécient cette démarche de la FECAFOOT, nombreux sont ceux qui se demandent combien de clubs pourront effectivement remplir ces conditions entre le 25 juillet et le 15 septembre prochain, délai accordé par l'institution aux clubs professionnels pour s'engager au sein des différents championnats. Cette préoccupation, en tout cas, est au menu de la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Il faut rappeler que c'est une démarche qui fait aussi partie de la nouvelle vision de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT qui veut donner au championnat professionnel, si on s'en tient au programme récemment présenté par Franck Capi, le directeur du développement du sport au niveau de la FECAFOOT. Vous allez l'écouter tout à l'heure. On parlera justement avec la visite, la courte visite du président français au Cameroun, Emmanuel Macron. Il sera question pour nous justement de revisiter un peu les relations entre la France et le Cameroun sur le plan sportif. Vous avez forcément constaté dans sa délégation la présence de quelques sportifs, en l'occurrence Serge Betsen, l'ancien rugbyman que nous connaissons. On a aussi vu l'ex-sélectionneur des Lions indomptables Claude Leroy. On tentera de savoir un peu quelle est la symbolique justement de cette présence des sportifs dans les délégations des présidents français quand ceux-ci se rendent au Cameroun. Mais on pose actu sur la CAN féminine avec le sacre de l'Afrique du Sud qui plaît forcément à Ernest Mabouka ce soir. On parlera aussi de la problématique de l'équipementier FECAFOOT Corps sportif, où en est-on à quelques jours du délai donné par la fédération. Voilà pour l'essentiel de cette émission, en rappelant qu'il sera aussi question d'accorder un petit espace aussi aux activités vacances avec le tournoi Hussein Samou qui a fait sensation à Douala pendant près d'un mois. Ernest Mabouka, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes et bonsoir aux techniciens de la grande chaîne. Vous allez bien? Vous êtes heureux? Très bien, puisque je l'avais dit, et ça s'est concrétisé. L'Afrique du Sud a gagné sa première Coupe d'Afrique féminine. Voilà, on va revenir là-dessus dans un court instant. Également au plateau ce soir, Aurélien Djoc, lui, il est vice-consul de Sao Tomé et Principe. Excellence, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à mes chers co-panélistes, bonsoir à vos nombreux, n'est-ce pas, téléspectateurs qui suivent, n'est-ce pas, cette émission tous les 28 heures, n'est-ce pas, sur Spectrum Télévision. Juste à côté de vous, Jean-Paul Fondio, c'est quelqu'un qui a beaucoup de casquettes, ancien boxeur, équipementier, si je n'abuse. Et puis aussi, vous êtes contractuel auprès du ministère des Sports du côté de la France. Ce sera peut-être justement l'occasion de nous parler un peu de l'environnement sportif même du côté de la France tout à l'heure. Jean-Paul Fondio, bonsoir. Bonsoir Lydie. C'est un plaisir sans cesse renouvelé de me retrouver sur votre plateau. Et je dis bonsoir à mes co-panélistes, comme on dit. Et un panel, normalement, c'est l'échantillon représentatif de la société. J'ai l'honneur de représenter la basse classe parmi votre panel. Donc, on ne va pas toujours donner la parole aux spécialistes. Il faut aussi donner la parole à ceux qui ne le sont pas, mais qui ont quand même des choses à dire. D'accord. En tout cas, merci d'être là ce soir. On aura au téléphone depuis l'Europe le consultant sportif Alain Fabien pour l'analyse sur pas mal de problématiques ce soir. Mais avant tout ça, on marque un arrêt publicitaire. Vous le rappelez,
Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. Retour en plateau, on démarre tout de suite cette première partie de l'émission consacrée à la pause actuelle avec vous, Ernest Wabouka, pour parler de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui a rendu son verdict le week-end dernier du côté du Maroc, pays hôte de la compétition cette année. Et en finale, le Maroc a affronté l'Afrique du Sud avec au final le sacre historique de l'Afrique du Sud, coach. Oui, Lydie, ça s'est concrétisé, et spécialement dans les facteurs que j'avais relevés ici. Nous avons vu une équipe qui menait 2-0, et à la fin du match, ça a failli se faire rattraper par rapport au côté que nous autres, nous connaissons les Sud-Africains, cette fébrilité à pouvoir ne pas gérer les situations quand ils sont en pression. Vous avez vu, l'Afrique du Sud a bien élaboré le jeu sur le plan du début du match jusqu'à vers la fin du match. Elles ont eu des frayeurs par rapport à cette négligence. Vous voyez bien le but qu'elles encaissent. C'est interdit de faire une passe à l'entrée de 18 mètres en diagonale. Elle a essayé de vouloir donner la passe. Et le ballon a été contré directement en contre-attaque et puis ça a donné le but. Après ça, une équipe sud-africaine qui n'a pas pu essayer d'élaborer le jeu parce que sous pression, avec la peur et tout, elle a commencé à jouer comme on dit souvent chez nous au village, dégager des ballons sans toutefois avoir envie de pouvoir jouer, juste geler le temps. Et ce qui a fait en sorte que je crois que cette équipe a gagné par cette façon de pouvoir gérer les premières minutes. Parce que si vous regardez bien tous les matchs que les Sud-Africains ont joués, elles ont géré la compétition en connaissance de l'adversaire. Parce que je crois que Désiré, j'ai parlé avec Cameroun, qui est entraîneur et gardien de but de l'équipe nationale sud-africaine, qui est un ami, m'a dit qu'ils ont essayé de pouvoir analyser tous les adversaires avec tout, même jusqu'à l'équipe camerounaise. S'il arrivait que l'Afrique du Sud affrontait le Cameroun, ça devait être un match très difficile pour l'équipe nationale Cameroun. Donc, c'est un travail qu'ils ont commencé réellement avant la compétition. Ils ont essayé de pouvoir avoir des vidéos de tous les matchs amicaux que les adversaires qui étaient déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Ça les a donné le temps de bien préparer leur équipe et de choisir les joueuses qu'il fallait amener à la compétition. Je crois que c'est bien pour Désiré. Elle a prouvé qu'une femme étant assise au banc de touche pourra faire mieux que les hommes. Donc c'est un message fort. Oui, c'est un message fort. Moi, je crois que aujourd'hui, ce que nous oublions, c'est que je prends en l'occurrence celle qui est entraîneur adjoint de l'équipe nationale, celle qui était avec Zabo, Anon. Oui. Elle est capable. Vous avez vu Ndoumouma qui a été avec l'équipe militaire, qui a raté la finale en perdant 2-1. Donc ça prouve qu'il faudrait donner la valeur à ces filles-là. Et les faire asseoir au banc de touche, parce que d'abord, quand tu vois un nom Bernadette, elle a été d'abord joueuse de l'équipe nationale. Ce qui veut dire que pourquoi ne pas les faire confiance? Il a donné la chance que, à côté d'eux, que les hommes puissent les encadrer. Vous comprenez un peu? Ça fera quelque chose de boum. Parce que la femme connaît la femme. Je crois que Désiré réussit aujourd'hui parce que elle était assistante d'une Hollandaise pendant plusieurs années et elle a compris une chose, c'est que je préfère apprendre et que dès que j'apprends, dès que je finis, dès que je prends cette équipe, et elle a pris cette équipe, depuis qu'elle a pris cette équipe, elle n'a pas de mauvais résultats. Et elle va toujours de crescendo. Donc,
pour moi, je suis très content par rapport à ce qu'elle fait pour le football sud-africain, par rapport au programme qu'elle a amené au niveau de la gérance de cette trans féminine, par rapport à chercher des joueurs dans tous les secteurs en Afrique du Sud, en Benda, Soweto. Vous voyez tous ces joueuses-là, elles ne sortent pas des capis comme des Durban, Cape Town. Elles sortent dans des petits villages. Et c'est pour cela que moi, ça m'intéresse. Et je dis bien que quand vous regardez l'équipe sud-africaine, c'est un travail de fond qui a été fait. C'est un travail de fond. Et regardez le côté plus fort des Camerounaises. Et si nous amenons un programme comme ça, concernant notre équipe nationale, nous pouvons soulever les montagnes. Parce que le Nigeria qui était là, croyait qu'elle devait être toujours cette équipe qui pourra ne serait-ce que trôner en Afrique. Mais elle a été surprise par rapport à la première défaite qu'elles ont eue contre l'Afrique du Sud. Et c'est là, cette sonnette d'alarme que l'Afrique du Sud a donnée par rapport à cette compétition, que nous sommes là parce que nous avons bien préparé, nous nous sommes bien préparés pour gagner. D'accord. Alors, est-ce que le sacre de l'Afrique du Sud de Orléans, ça vous a surpris? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que vous savez, dans les pays où le football est développé, c'est des projets. Et quand vous voyez cette dame, née vers peut-être 63, ça fait peut-être 59 ans, cette femme depuis 2016, elle est à la tête de cette équipe. Malgré plusieurs tentatives pour essayer de prendre la coupe, ça n'a pas marché. Mais la confiance de la fédération, n'est-ce pas, était toujours renouvelée. Bon, je vous prends le cas typique du Cameroun. Vous connaissez en 4 ans combien d'entraîneurs on a eu à la tête de cette équipe, et cette fois-ci, celui qui est même là va sauter d'un moment à l'autre, selon les rumeurs. Quand vous vous dites comprenez? selon les rumeurs. Selon les rumeurs, risque de ne plus être là. Et voilà donc le changement dans la continuité. Donc vous comprenez que on a vu la Coupe du Monde en Allemagne, on vous dit qu'un entraîneur adjoint est resté pendant 10 ans avant d'aller titiller et prendre la Coupe du Monde. C'est ça qu'il faut qu'on inculque. Il n'y a pas de hasard dans la réussite. La réussite se prépare. Et quand ils allaient, j'ai suivi Ramaphosa, la dame sud-africaine, qui était en train de dire, n'est-ce pas, quand elle a reçu les choses, en disant, en partant d'ici, vous m'avez promis la victoire, parce qu'elles étaient déjà sûres depuis 2016 avec la même entraîneuse. Vous voyez qu'elle a pu maîtriser les tenants et les aboutissants, les rouages. Elle savait, n'est-ce pas, qui pouvait lui donner quoi, qui pouvait faire quoi, la sérénité et la maîtrise, n'est-ce pas, de ce groupe. Donc voilà à peu près, moi je ne suis pas surpris, je suis toujours celui qui aime les projets. J'aime le projet dans le sport. Dans tout sport, il faut avoir le projet. Vous pouvez vous dire, du long terme, c'est ça. Et vous donnez le temps à un entraîneur de pouvoir huiler, de comprendre, d'implémenter tout ce qu'il a à faire et de mettre en place un système et se familiariser avec tous ces enfants. Et vous savez, entraîner les filles, comme vous changez des hommes même en plus, au jour le jour. C'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui vont, par exemple, à une compétition, étant en plein vol, qu'on a déjà signé son départ. Quand il atterrit, il n'est plus entraîneur. Vous voyez ces mécanismes. Et quand le nouveau vient, c'est le turnover. C'est le turnover. Et on a aussi un système, c'est que quand on a eu des filles qui nous ont fait rêver, on ne veut plus s'en séparer, on les prend, on les garde. Entre-temps, celles qui viennent avec de l'engouement, avec de l'engagement, n'ont pas la possibilité de s'exprimer parce qu'on se fie toujours, n'est-ce pas, à ces anciennes, et pourtant le temps passe, elles ont tout donné, il faut le reconnaître. Donc il faut savoir passer à autre chose. C'est ça le problème. L'Afrique du Sud a gagné, c'est un projet, et on a fait confiance à l'entraîneur. Je vous dis, depuis 2016, ça fait combien d'années? Vous voyez, depuis 2016. Mais entre 2016 à 2022, nous, on a eu près de 4 ou 3 coachs dans le Cameroun. Donc vous voyez, la navigation à vue. Essayez de faire confiance à un entraîneur. Moi, je ne suis pas là pour X ou Y, mais je suis dans le projet. Et pour qu'un entraîneur puisse asseoir une philosophie
Il faut du temps. Il n'y a pas de baguette magique, n'est-ce pas, pour venir dans une autre compétition, pour gagner. Il faut avoir, n'est-ce pas, la même mise, le contrôle, avoir implémenté son système de jeu et cela, les résultats viendront toutes seuls. Donc voilà pourquoi moi je dis, je ne suis pas surpris parce que je parle sous le contrôle, n'est-ce pas, du coach qui est là, qui a fait des beaux temps en Afrique du Sud. Là-bas, c'est entièrement, totalement professionnel. Voilà. Alors peut-être une dernière réaction sur ce sujet, Jean-Paul Fondio, avec aujourd'hui l'Afrique du Sud qui est sur le toit du continent africain. C'est un premier sacre pour cette équipe nationale de football féminin de la nation Arc-en-Ciel. Et c'est une victoire aussi. Hein. Le coach faisait bien de le relever avec des Désiré Ellis, qui abat un travail assez extraordinaire par rapport à cette discipline. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette Coupe d'Afrique des Nations de foot féminin qui s'est achevée le week-end dernier au Maroc? Eh bien, merci de me passer la parole. Il faut d'abord remarquer que l'organisation était parfaite. Il n'y a pas eu de casse. On n'a pas vu l'équipe du Maroc rentrer dans le stade et tout casser, comme ça aurait pu être le cas ailleurs. Le match, en fait, c'est la partie visible de toute une organisation. C'est-à-dire que, en fait, si la fédération gère bien, les coachs gèrent bien, les soigneurs gèrent bien l'équipe, si les joueurs sont mis dans de bonnes conditions, eh bien, le résultat est visible. Ça se voit. On voit même dans la sérénité. On a vu que ces filles étaient confiantes. Elles écoutaient, elles suivaient les consignes des coachs et tout. Elles n'avaient pas la pression est-ce qu'au prochain match, est-ce qu'on aura le même coach à l'entraînement? Est-ce que c'est l'adjoint du coach qui nous a coachés? Non, tout ça, c'est des pressions qu'on ne doit pas subir en cours de compétition. Donc, nous avons donc vu la partie visible de toute une organisation, c'est le sérieux et tout. Et puis, l'apothéose est là. L'Afrique du Sud n'a perdu aucun match, il me semble. Et c'est logique que cette équipe devienne championne d'Afrique. Donc, il faut que nous apprenions à semer. Là, c'est pour le Cameroun. Hein. Oui, le Cameroun bien sûr. qui n'est pas arrivé. Le Cameroun n'est pas arrivé. Et c'est dommage pour nous qui vivons du football. Moi, je suis équipementier. Quand l'équipe du Cameroun rayonne, moi aussi j'ai de la vente derrière. Donc, quand l'équipe perd, c'est nous aussi qui perdons. Et à l'étranger aussi, quand les Roger Mila gagnaient, nous on était contents. Quand j'arrivais en Thaïlande, on me faisait Roger Mila. Quand Samuel Eto'o rayonnait en Thaïlande, où j'ai travaillé pendant longtemps, je voyais Samuel Eto'o faisait de la publicité, on traduisait en thaï et tout. C'était super, moi j'étais content. Et quand j'allais négocier mes marchés, on disait, comme tu viens du pays de Samuel Eto'o, forcément, il y a un gros marché là-bas. Donc ça impacte sur nous autres aussi, qui en vivons. Donc nous devons apprendre à semer ce que nous allons récolter demain. Quand on sème, on arrose, on défriche et on attend que ça mûrisse avant de récolter. Notre problème, c'est qu'on veut récolter ce qu'on n'a pas semé. On veut là du tout de suite. On va aller prendre les joueurs que les autres ont formés pour faire une équipe, alors que les autres, pendant ce temps, il y a les centres de formation, on forme les enfants sur place, ils sont habitués au même coach, ils sont habitués à jouer ensemble, et puis le résultat est là. Bon, si on attend d'attendre que, on a appris qu'il y a un nom camerounais qui sonne quelque part, allons voir si on peut l'intégrer. Tout. Ça, on récolte ce qu'on n'a pas semé, et c'est ce qui fait en sorte que nous avons du mal à gagner. Pour sortir de cette question rapidement, coach, prochain challenge pour l'Afrique du Sud, pour Désiré Ellis, que vous aimez bien, la Coupe du Monde. Oui, je crois qu'elle a commencé à préparer la Coupe du Monde. La France a joué un match amical contre l'Afrique du Sud, ce qui veut dire que ce n'est pas aujourd'hui. L'Afrique du Sud est prête à faire les choses en amont. Hein. Je crois que les prochains jours, vous allez voir les matchs amicaux. Et heureusement que cette équipe a plus de joueuses qui jouent dans le championnat sud-africain professionnel. Alors, donc, elles ont plus de la chance de pouvoir jouer les matchs. Et vous voyez justement les tournois Kosafa. Donc, ce n'est pas une équipe qui est là, restée là, croiser les mains. Par moment, même quand elles vont dans les tournois Kosafa, elles envoient les U17. Ça veut dire que l'équipe première est là pour jouer
Et donc, c'est cette chance-là qu'elle a. Et je crois que l'Afrique du Sud ne va pas démériter au niveau des matchs à la Coupe du Monde. Vous allez voir, elle va bien se préparer. La Coupe du Monde, c'est un autre niveau aussi. Oui, c'est un autre niveau. Je crois qu'aujourd'hui, si nous pensons que le football, c'est un autre niveau parce que les Européennes, et moi je vois, il y a un match qui se joue là, j'ai vu la France contre la Hollande l'autre jour. Je crois que si nous nous préparons en amont et nous préparons, c'est les mêmes programmes. Au niveau de l'entraînement, si vous avez les moyens de pouvoir faire des stages et vous avez le matériel acquis, vous pouvez faire les mêmes performances que les autres. Le problème que nous avons en Afrique, c'est qu'on ne se prépare pas à temps et on attend les derniers moments pour se préparer. Le jeu islamique, c'est tout récemment qu'on a appelé les U23. Pourquoi ne pas penser à cette histoire d'avoir un projet par rapport à toutes les équipes nationales? Revoir le staff technique. Oui, c'est pour ça que je dis, vous allez voir la mauvaise gestion du football au Cameroun, c'est que le prochain président de la FECAFOOT qui viendra va balayer tout le monde. Tout à fait. Il ne va pas regarder que le projet, est-ce que les gars qui sont là, ils ont un projet. Et moi, je crois que c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'on ne viendra pas nommer quelqu'un parce que c'est l'amitié, c'est les frères, c'est les sœurs. Voilà, comme Désiré, depuis 2016, d'abord depuis 2010, elle est là, elle trône dans cette équipe. 2016, elle a pris les choses en main. 6 ans après, elle gagne une Coupe d'Afrique. Ça veut dire que c'est un projet. Et c'est un projet, elle est toujours avec mûri. Elle est toujours avec les mêmes personnes. Le coach de gardien, c'est un ami. On a eu à pouvoir partager les stages d'entraîneurs, de gardiens et autres en Afrique du Sud. C'est des gars qui sont avec elle. Hein. Et donc, quand vous regardez son équipe, l'assistant, c'est un homme, c'est un garçon qu'on a pris dans le centre de performance au niveau comme l'ANAFOOT. Parce que l'Afrique du Sud a un centre comme l'ANAFOOT qui existe depuis plus de 20 ans, 30 ans, qui est là. C'est là-bas où on décroche les petits coachs qui viennent être assistants parce que là-bas, il y a du sérieux, il y a du travail. Donc moi, je crois qu'elle va bien se préparer. Elle aura le temps de se préparer parce qu'elle aura les matchs amicaux qu'elle a demandés. Pas qu'elle demande les matchs amicaux et elle n'a pas ça. Elle a demandé les matchs amicaux, elle a bien les dates et elle a la chance que ces joueuses sont là. Il n'y a qu'une qui est en Europe. Donc, elle va bien se préparer. Je crois que ça va donner du répondant, comme nous sommes en train de voir la Coupe d'Europe. Et l'Afrique aussi va se préparer. Oui, et pour compléter l'élément qui a galvanisé, n'est-ce pas, les joueuses sud-africaines, quand elles ont été reçues, n'est-ce pas, par le président, il a dit qu'à dès aujourd'hui, il ne faut plus qu'il y ait les inégalités. Les mêmes primes que les Banyana masculins vont toucher, les Bafana autant pour moi, vont toucher, ça sera la même prime que les femmes au même pied d'égalité. Donc vous voyez que tout est en train de... Et ça va mettre le moral très haut pour ces filles, pour comprendre aujourd'hui qu'on a une valeur, et elle-même, elle a reconnu que c'est un côté qu'on négligeait un peu du côté rémunération. Mais aujourd'hui, elle a régulé, elle a dit tout le monde au même pied d'égalité, que ce soit l'équipe masculine ou féminine. Donc voilà les éléments qui motivent. Je vais vous dire l'indice. Sûrement, quand un joueur sud-africain est appelé à l'équipe nationale sud-africaine, ça fait 50 millions de rand. Ça veut dire que tu viens, tu es appelé, c'est 50 millions de rand par rapport à ton appel. À la présence. À la présence, la prime de la présence. Maintenant, les primes de maths varient. Donc, si les hommes ont 75 000 rand ou 100 000 rand, les femmes ont la même prime. Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que ça galvanise plus. Et ça fera en sorte que le sport, au niveau du football, il y a Total qui est sponsor du football féminin. Féminin en Afrique du Sud. Donc, ce qui veut dire que ça fera plus. Donc, quand vous regardez que l'État a les yeux regardant vers le côté féminin, ça prouve que, quelque part, il n'y a pas que les hommes qui vont gagner de l'argent, mais la femme aussi. Parce que, je vous dis, j'ai eu la chance d'être 10 ans dans ce pays.
il est comparable de regarder le championnat anglais, de voir la même chose que le championnat anglais, parce que c'est APSA qui était sponsor. Même chose dans la gérance des équipes. Je vous prends le cas, on va arriver là maintenant sur le problème du professionnalisme au Cameroun. Au Cameroun, oui, tout à fait. Donc vous allez prendre une équipe comme Black Sissou, où j'ai travaillé pendant 3 saisons, qui n'avait pas de football, qui n'avait pas une équipe jeune, était obligé d'aller signer des partenariats avec Corinthians Football Club pour faire une fusion avec Corinthians Football Club pour avoir une équipe jeune avant de jouer le championnat professionnel. Donc, tout là-bas, tout est réglo. Hein? Et puis, il y a une subvention qu'on donne au club qui est colossale. Donc, pour moi, je crois que elle va bien se préparer parce qu'il y a plus de la motivation. D'accord. On comprend bien que pour vous, l'Afrique du Sud ne sera pas ridicule lors de la prochaine Coupe du monde de football féminin qui va se jouer en 2023. On parle autre chose maintenant. On parle au niveau de la problématique de l'équipementier ici au Cameroun, la Fédération camerounaise de football. La marque Coq Sportif, où en est-on? Souvenez-vous, récemment, la FECAFOOT avait lancé un appel d'offres en précisant que le partenariat avec l'équipementier français allait s'achever après la Coupe du monde de football, la Coupe d'Afrique de football féminin, donc le 23 juillet dernier. C'était donc la finale qui marquait la fin de cette compétition. Dans son courrier, la FECAFOOT avait donné le 19 juillet justement comme deadline pour les différentes offres et annoncer aussi une mise en place d'une commission ad hoc pour évaluer les différentes offres le 25 juillet. Les 3 meilleures offres retenues seront soumises au comité exécutif de la FECAFOOT au plus tard le 30 juillet, d'après ce communiqué-là que vous avez sur l'écran. Et à la suite de cette dernière délibération, le nouvel équipementier des Lions Indomptables sera désigné. Alors pour vous, peut-être Jean-Paul Fondio, c'est un spécialiste dans le domaine. Quel est le regard que vous portez justement sur ce sujet actuellement? C'est vrai qu'on n'est pas encore le 30 juillet, parce qu'il faut bien peut-être attendre le 30 juillet pour voir si la fédération pourra désigner un nouvel équipementier. Ce que j'ai à dire, moi, c'est que pour vraiment bien se prononcer sur un sujet, il faut savoir quels sont les déterminants qui ont présidé à la naissance du conflit. On ne sait pas, apparemment, la FECAFOOT n'aurait pas le contrat qui lie la FECAFOOT au corps sportif. Et ça, apparemment, la FECAFOOT aurait demandé à avoir une copie et le corps sportif leur aurait demandé de regarder dans leurs archives si effectivement il n'y a pas. Donc, quand on ne sait pas les clauses, on ne sait pas exactement quelles sont les clauses. La seule chose qui est rendue publique, c'est qu'on sait que le contrat court jusqu'à 2023, c'est-à-dire il y a encore 1 an de délai. Bon, maintenant, est-ce que le Cameroun a le droit de rompre un tel contrat? Est-ce qu'il y a des clauses qui le prévoient? Parce qu'il y a toujours des clauses résolutoires dans tout contrat. Que bon, ok, si voici les termes, si tu ne respectes pas tel terme, écoute, de manière tacite, le contrat est rompu. Donc, nous ne savons pas, nous commentons aussi comme ça. Mais ce que j'essaie, moi, pour vous expliquer un peu comment fonctionnent les équipementiers, puisque j'en suis, même si je n'ai pas l'envergure de ceux qu'on a... Du corps sportif, oui, par exemple. Oui, voilà. C'est des personnes, c'est des sociétés qui se côtoient. Quand je vais à ISPO Munich, vous avez le stand de corps sportif, vous avez celui de Nike, vous avez celui de Puma, vous avez celui d'Adidas. Ils se connaissent. Les contrats se signent dans ces salons-là. Vous quittez ISPO Munich, vous allez à ISPO Thai ou à Thai Expo, vous retrouvez les mêmes personnes. Donc, c'est des sociétés qui ont souvent, qui se connaissent, qui ont les mêmes clients, qui ont parfois même les mêmes fabricants. Alors, comment ça fonctionne, ces sociétés-là? Un peu comme toutes les grandes structures. Si vous allez chez Puma sans lui faire la publicité, par exemple, son siège c'est à Nuremberg, son président c'est Wittmann, je pense que c'est encore lui.
Donc, si vous allez chez Puma, ça a déjà arrivé, vous dites que, OK, moi, je voudrais acheter des équipements. Puma ne vend pas les équipements. Puma est le propriétaire de la marque. Puma ne produit pas. Il y a des sociétés qui produisent sous le label Puma. Donc, maintenant, Puma va vous dire, vous appartenez, vous êtes dans quelle zone géographique? Par exemple, le Cameroun, si c'est un Camerounais qui arrive, on va l'envoyer en Autriche. C'est-à-dire qu'en fait, notre distributeur duquel dépend le Cameroun se trouve en Autriche. Quand on va on dit, OK, allez, parce que même les équipements qu'on envoie souvent, ce n'est pas la société mère Puma qui envoie, c'est le grossiste de Puma qui envoie au Cameroun. Donc, celui qui va dans chez Puma, on dit, OK, bah, tu es dans quelle zone? Je suis au Cameroun. On va te dire, et c'est ce qui est vrai, on va te dire que le Cameroun se trouve dans la zone du groupe Mercure à Monaco. Donc, pour acheter au Cameroun, vous ne pouvez pas aller acheter chez Puma, il faut aller au groupe Mercure à Monaco. Vous arrivez chez Mercure à Monaco, et dites, OK, Puma m'a envoyé chez vous pour acheter. Alors, vous venez du Cameroun, non, allez, nous avons nos satellites en Afrique qui s'appellent les City Sports. Donc, on ne peut vendre qu'à eux. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, ces équipements. C'est la même chose, toutes les grandes sociétés, si vous allez avec des millions ou même des milliards à la direction des brasseries, on va vous dire non, ici on ne vend pas, c'est les bureaux, c'est l'administration. Dans Douala, si ça se trouve, une société comme Puma n'a que 10 clients, en fait. Donc nous, après, quand tu vas chez l'équipementier, enfin le représentant de la grande marque de ta zone, eh ben, tu t'inscris là-bas comme distributeur. Moi, par exemple, je suis au bout de la chaîne ici au Cameroun. Par exemple, j'ai l'agrément pour vendre du Puma, non pas Puma, pour vendre Lotto, Umbro et FBT en Thaïlande et ma propre marque. Donc, je suis un distributeur agréé. Donc, si vous allez maintenant quelque part en France, vous allez chez Umbro France, je veux acheter, on va dire, attendez, allez voir M. Funjo au Cameroun. Si vous êtes au Cameroun. L'auto au Cameroun, il faut aller voir M. Funjo. Vous voulez acheter du Hummel, allez voir M. Funjo au Cameroun. Vous voulez avoir du Kappa, vous allez en Italie, Kappa ne va pas vous vendre. Allez voir. Donc, c'est structuré. Donc, maintenant, les grandes firmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles sponsorisent les grandes équipes comme le Cameroun. C'est là où la fédération gère directement avec le patron de la firme dans une action marketing. OK, comme le Cameroun rayonne, les Lions indomptables gagnent. Si le Cameroun va en Coupe du Monde, on va, notre produit, notre zone de chalandise, voilà, il y a de la visibilité. Et c'est comme ça que nous, qui distribuons en dessous, nous allons aussi avoir de la vente. Donc, celui qui veut court-circuiter ça, il peut toujours aller, on ne va pas lui vendre. Donc maintenant, vous prenez les sociétés comme Adidas, on ne fait pas la publicité, on parle, c'est eux, OK. Et puis, c'est la société de deux frères. Ils ont créé ensemble, après il y a eu dissension entre eux, l'autre allait créer Puma. Donc celui qui veut aller mettre en conflit Puma et Adidas, ben, c'est une histoire de famille. Moi, j'ai dit que, gars, comment tu veux me prendre mon marché? Donc, à un moment donné, c'est Dreyfus, la famille Dreyfus qui était propriétaire d'Adidas. Et la même famille était actionnaire chez le corps sportif. Donc, si vous allez maintenant dire, OK, on ne veut plus travailler avec le corps sportif, on va plutôt aller chez Adidas. On dit que non, c'est notre petit frère, on ne se casse pas le sucre dans le dos. Donc maintenant, quelles sont les clauses du contrat? Est-ce que nous avons le droit de casser un contrat en cours de validité? On ne sait pas. Bon, est-ce qu'on va passer tout notre temps à casser des contrats parce qu'on croit que on est les plus beaux, on est les plus forts et tout, et passer le temps, tout ce qu'on encaisse, on va encore dépenser pour indemniser ceux à qui on a causé du tort. Donc, attendons de voir. En attendant, en tout cas, merci pour ces explications assez
technique, hein, on peut le dire. C'est mon rôle. Si vous m'invitez sur votre plateau, c'est voilà. pour que je vous apporte des éclaircissements sur un bien. domaine que je maîtrise. Aurélien, sur cette actualité, FECAFOOT, coq sportif, partira pas? Bon, je pense que le président de la FECAFOOT, quand il déclenche les hostilités, je ne sais plus qu'est-ce qui peut l'arrêter, hein, parce que c'est quelqu'un que nous maîtrisons bien. Il est tenace, et puis avant qu'il ne prenne une décision, qu'il a vu les contours et tout, et puis ça ne nous avantage pas. Et vous avez vu, à certains moments, quelqu'un joue avec un haut poumon, avec le coq en bas et tout, parce qu'ils ne remplissent pas véritablement les conditions. J'ai eu la chance aujourd'hui, comme je sors fraîchement de Yaoundé pour le studio, de voyager avec vraiment un des maillons forts de la Fédération camerounaise de football. On a cheminé ensemble jusqu'à Douala, qui me faisait comprendre que le corps sportif était vraiment, ça embêtait. À un moment, quand les U, je sais pas, 17 ou 20 veulent aller jouer, ça trime partout, il faut courir derrière eux. Et pourtant, les Pumas à l'époque, c'était des conteneurs de maillots. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, il y a un stock, on ne sait même pas si ça va finir un jour. Hein. Jusqu'aujourd'hui, il y a un stock, un surstock, n'est-ce pas, de Puma. Donc, Puma était vraiment loyal et fidèle. Mais quant à ceux-ci, ils disent même que ils ont proposé, n'est-ce pas, comme disait le monsieur, mon copanéliste tout à l'heure, que il y a, n'est-ce pas, la direction qui met les moyens financiers, mais ils sont arrangés à ce niveau des moyens financiers, mais pour qu'ils payent cet argent que la FECAFOOT fait les pieds et les mains. Et quand le 9, voilà, c'est comme ça que j'aime l'appeler, le président de la FECAFOOT a vu cela, il a vu, non mais attends, je ne peux pas être à la fédération et je commence à faire les courbettes à des firmes, bien que j'ai trouvé le contrat et tout, et ce qu'il a encore beaucoup plus énervé, c'est qu'il a voulu connaître même quel était le contenu de ce contrat, tout était flou, et vraiment. Mais qu'est-ce qui amène le Cameroun, n'est-ce pas, à aller vers coq sportif? C'est tout simplement parce que notre côte était en baisse. Oui, avait baissé. Donc, ce qui fait que le Cameroun ne représentait plus grand-chose. On n'allait plus dans des grandes compétitions. On était au bas du tableau et tout. On faisait des matchs nuls avec le Cap-Vert ici et tout. Et Puma ne nous voyait plus, n'est-ce pas, dans des grands événements. Il a vu, mais et en ce moment, qu'on était très mal, et le contrat est donc arrivé à son terme. Et vous savez qu'il y a souvent une proposition de refus. C'est-à-dire, vous voulez vendre quelque chose à quelqu'un, vous lui donnez un prix pour qu'il disparaisse devant, qu'il ne soit même plus devant vous. Et c'est cette proposition que Puma a eu à faire. Et ils ont regardé, ils ont dit non, on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau parce que c'est eux maintenant qui tenaient, n'est-ce pas, notre fédération en proposant ce qu'ils voudraient que le Cameroun puisse, la fédération puisse percevoir. Mais là, ils ont donc dit non. Et à la hâte, on allait en Coupe du Monde, il y avait des compétitions en vue, il fallait faire quelque chose avec les Yannick Noah et tout, c'est là où il y a eu ce petit patouillage, et puis le coq sportif est venu. Mais jusque-là, quand le président de la fédération est venu, il n'y avait pas de problème. Il a voulu continuer avec eux parce qu'il a trouvé, mais sauf qu'il a constaté que pour que vous récupérez un radis selon, n'est-ce pas, les termes contractuels, il fallait faire les pieds et les mains. Et en plus même, pour avoir l'équipement complet, parce que vous savez que le Cameroun est parmi les rares pays en Afrique qui utilisent toutes les catégories dans toutes les compétitions, des cadets, minimes et beach soccer et tout, il faut habiller. Donc, ils avaient du mal. Donc là maintenant, mais je sais que la signature va jusqu'en 2023. Là, c'est une rupture. Je ne peux pas appeler ça abusif parce que vous savez que dans un contrat, chacun a les droits et les obligations. Si jamais on signe un contrat et que vous êtes censé à chaque fin du mois me donner non seulement les maillots quand je sollicite et un bonus de 100 000 francs CFA, par exemple, et que pour que j'ai les 100 000 francs CFA, il faut que je commence à trimer, à faire de ceci et cela. Ça veut dire que vous-même, vous ne respectez pas votre contrat. Donc, il y a un problème là qu'on saura à la fin, parce qu'eux, ils sont revenus. Mais
en surface pour dire que non, on est ensemble et tout. Et même si il y a quoi, il faut qu'on dialogue, qu'on s'asseye sur une table et qu'on essaye de changer. Ben, lui ne veut plus parce qu'il comprend que c'est des gens qui n'ont même pas de la volonté et ils n'ont plus une capacité. Et le corps sportif, c'est une firme française, mais sauf que même les Français eux-mêmes ne sont plus avec eux. Donc vous comprenez qu'il y a eu un problème. Ouais. Mais ce responsable de la fédération m'a dit que c'était juste un équipementier de sauvetage. Eux, ils donnaient un peu plus, ils donnaient un peu plus par rapport à ce que Puma proposait. Puma, c'était une proposition de refus. C'était une façon à prendre ou à laisser. Ça comme ça, non, c'était ça, c'est ce qu'il m'a expliqué aujourd'hui et que c'est ce qui les avait amenés à essayer de voir ailleurs. Et en allant ailleurs, eux, ils étaient quand même, parce que quelqu'un ne peut pas vous proposer 100 francs. Vous allez ailleurs, on vous dit 300. Vous êtes en train de suivre 100 francs et surtout que la personne ne veut pas discuter. Vous allez sur 300. Mais sauf que c'est lui qui vous propose en 300. Maintenant, vous lui dites, OK, allons-y ensemble, on chemine ensemble. Sauf que pour toucher les 300 francs, vous souffrez le martyre. Donc lui, il a dit il ne peut pas rester dans ce jeu. Et mieux peut-être que... parce que là, on ne sait pas encore maintenant. On parle au conditionnel parce qu'on ne sait pas le pourquoi il veut rompre le contrat. D'autres trouvent ça qu'il est abusif. Mais on ne peut pas le dire pour le moment parce que chacun a ses arguments. Voilà, mais oui, bien sûr, parce qu'ils peuvent ne pas respecter et c'est à tort. Et puis qu'ils aient ces éléments. Parce que moi, j'ai vu des joueuses, par exemple, à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, j'ai vu, par exemple, nos filles qui prennent des maillots et font en sorte que ça puisse... Elles ajustent, vous comprenez. Et pourtant, les Pumas, quand vous mettiez les maillots, c'était comme si vous étiez né avec, comme nous on dit souvent au quartier. C'est-à-dire que ça vous allait convenablement. Mais eux, elles ont essayé de porter des choses qui ne rendaient pas... Quand même, ce sont nos filles. Elles sont belles et tout, et quand elles mettent des habits qui ne correspondent pas, qui ne sont pas conformes. Et là, ça ne donne pas de la crédibilité et tout. Et vous avez vu à travers les différents forats et tout, on filmait les filles avec des shorts bizarres. Genre. Donc tout ça vraiment relève de ce manque de respect, n'est-ce pas, de contrat. Et on a vu des entraîneurs qui portent un haut, n'est-ce pas, Puma, et en bas, le pantalon, le jogging est en corps sportif. Et donc là, vous comprenez qu'il y a un problème. Des fois, ils envoient des équipements, peut-être c'est incomplet, et on commence à racoler et tout. J'ai même suivi quelqu'un un jour dire que des fois, même la FECAFOOT va au marché Congo pour essayer de compléter pour que une équipe aille quelque part. Donc tout ça, le président de la FECAFOOT a regardé et il a vu, non, on ne peut pas continuer. Et surtout, ayant cette déception-là, et donner la place à ce genre de firmes à une compétition prestigieuse comme la Coupe du Monde, il voit qu'il ne mérite pas, vu le rendement, n'est-ce pas, qu'il a trouvé sur le terrain. Donc vivement que cette affaire aille plus vite pour que les Lions Donc pour vous, il faut changer d'équipementier. Non, il faut changer, hein, parce que je vous dis que les Français sont des conservateurs. Quand vous voyez des Français, ils conduisent que leur voiture, les marques que vous voyez souvent rouler, ils sont dedans. Même ceux qui sont ici, ils se battent à conduire, n'est-ce pas, les marques de leur pays d'origine. Il est juste à côté. Donc c'est pour vous dire que si eux, ils traversent, laissent leur coque et vont à Nike, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Peut-être une réaction rapide là-dessus aussi. Non, je crois que Lydie, la Fédération camerounaise de football n'a pas regardé seulement habiller seulement les Lions indomptables. Parce que, comme a dit Aurélien, le problème que nous avons, c'est au niveau de l'habillage de toutes les sélections. Hein. Je crois que la Fédération camerounaise de football, dans les 3 ans ou 3 ans et demi qu'ils ont encore à passer au niveau de la fédération, veulent faire quelque chose d'extraordinaire, qu'on trouve des gens avec des contrats, qu'on trouve ces sponsors, ces équipementiers qui doivent être à la page. Parce qu'aujourd'hui, comme a dit M. Fondio, là, tout le monde est clair. Vous comprenez un peu. Ce qui veut dire que je suis la firme, une firme Puma ou le coq sportif, mais j'ai des maisons de fabrication de ces équipements qui doivent fournir les équipements à temps. Et c'est ce que nous accusons peut-être
quand vous regardez la lettre de la Fédération camerounaise de football vis-à-vis de coqs sportifs, ça dit tout. Ça dit tout. C'est qu'il y a eu manquement. Ces manquements, maintenant, il faudrait que les gens se présentent et se disent que nous avons causé du tort au label de Lions Indomptables. Parce que l'équipe nationale du Cameroun, même si nous sommes en baisse de performance, nous sommes quand même la première nation en Afrique à avoir joué les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Nous sommes parmi les 2 meilleurs pays en Afrique à pouvoir avoir gagné la Coupe d'Afrique. Nous sommes parmi les pays qui ont gagné les Jeux Olympiques. Bon, je crois que la Fédération camerounaise de football ne regarde pas seulement ce qu'ils ont gagné avant, il veut regarder ce que l'espoir, le futur de cette organisation de la Fédération camerounaise de football qui aimerait avoir des professionnels avec des marques qui vont avec le label de l'équipe nationale. Ça veut dire qu'un équipementier qui pourra servir, aider toutes les sélections à pouvoir ne serait-ce qu'avoir l'équipement qu'il faut et à montrer ce visage qui doit être vu dans le monde entier, que le Cameroun, c'est parmi les plus grandes nations de football en Afrique et dans le monde entier. Une petite précision quand même, Lydie, si vous permettez. Quand on voit une joueuse qui roule la ceinture pour ajuster la taille, c'est peut-être une fantaisie de cette joueuse parce que tous les shorts ont une corde. C'est-à-dire que si c'est trop grand, vous serrez plutôt la corde que de l'enrouler. On a souvent vu des rien à voir avec les explications données par Aurélien il y a un instant. C'est-à-dire que bon, on a souvent vu des joueurs qui portent le short en dessous de leur dessous. Donc, il y a souvent des fantaisies. Donc, pour rebondir sur ce que mon voisin a dit, que la France ne porte pas du corps sportif, ce n'est pas parce que... Bon, il faut aussi préciser que le maillot, en dehors d'être une tenue de travail pour les footballeurs, est un support publicitaire. C'est-à-dire que si les joueurs gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils jouent mieux que les Pelé dans le temps, c'est parce qu'on en a fait une action marketing. C'est-à-dire que celui qui veut être vu s'affiche. Les joueurs sont devenus des porteurs enfin, les maillots qu'eux ils portent là, c'est des supports publicitaires. Donc, support publicitaire suppose donc qu'on donne au mieux disant. Dans la fédération française, par chauvinisme, ne va pas aller porter du corps sportif si Nike ou Puma donnent beaucoup mieux. C'est du commerce, ce n'est plus... mais si on raisonne comme ça, si on raisonne ainsi, moi je suis Camerounais et j'ai aussi ma marque Smart Sport. Si la France doit porter du corps sportif, mais ce serait bien que le Cameroun porte la marque maison aussi, que je produis dans la même chaîne de production que les autres. Mais vous avez déposé l'appel d'offres déjà? J'ai déposé, Okay, mais je n'ai pas le milliard à donner. J'ai plutôt proposé à la fédération qu'au lieu d'enrichir les firmes étrangères, de faire de la publicité pour les étrangers. Je suis là, je sais, je suis l'une des personnes qui maîtrise le mieux en Europe le circuit d'approvisionnement. Quand je sais où eux ils produisent. Ils produisent en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam. J'ai souvent visité ces usines-là. Et je leur ai expliqué dans mon courrier qu'en marketing, il y a ce qu'on appelle le produit du distributeur. C'est-à-dire que je peux arriver chez Kappa, dont je suis l'un des représentants au Cameroun. J'ai dit, OK, je voudrais ce même maillot-là, avec la même matière, la même production. Sauf qu'à la place de Kappa, tu mets Smart dessus. Ce sera le même maillot, ce sera le même produit, ce sera produit dans la même chaîne de production, sauf que le logo, il change. Vous allez souvent dans les supermarchés, puisque vous me permettez qu'on prononce des noms ici, vous allez prendre une marque de yaourt. On va dire, c'est marqué Carrefour dessus. Carrefour ne produit pas de yaourt. C'est certainement Yoplait ou Danone qui fabrique la marque du distributeur et marque dessus. Je le dis parce que j'ai travaillé dans mes multiples casquettes, là j'ai fait tellement de choses. J'ai travaillé chez Yoplait et je voyais comment Yoplait fabriquait
des yaourts, c'est le même, c'est le contenant qui change. Le nom change, mais le contenu, c'est le même. Sauf que, comme ça n'a pas la même valeur, ça a la même, c'est le même goût, mais ça ne bénéficie pas de tout le marketing que la grande maison fait. La même notoriété. La même notoriété. Donc, quand vous allez donc, on dit, ah non, moi, ça c'est le produit maison. Et c'est souvent en dessous des gondoles. Mais quelqu'un qui s'y connaît, il ne va pas aller acheter la marque, il va acheter la marque du distributeur qui est exactement le même produit. J'ai donc proposé à la FECAFOOT que, faites donc que tonton JP devienne aussi riche. Faisons en sorte qu'on lance un concours de maillots. Celui qui gagne, il dessine les maillots et puis d'un commun accord, on choisit. Vous me donnez, je vais produire. Déjà, je produirai pour beaucoup moins cher. Si Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, si le ministre des Sports porte ce maillot-là, des millions et des millions de Camerounais vont l'acheter. Et là, on gagnera plus. Imagine. J'allais justement vous demander qu'est-ce qu'on gagne. Parce 1 million de Camerounais qui portent un maillot. Arrivent, oui, on parle terre à terre. Si 1 million de Camerounais achètent le maillot produit Smart validé à la FECAFOOT, et si par maillot l'équipe ne gagne que 1000 francs, ça fait 1 milliard déjà. Pour beaucoup. Et l'équipe peut gagner beaucoup plus. C'est-à-dire que le maillot qu'on vend à 15 €, moi, je suis capable de le proposer à 8 €. Et si on vend à 10, c'est que l'équipe nationale, avec tout le marketing qui est derrière, et nous sommes nombreux, au lieu de faire ça, on se dispute, on va aller donner aux Allemands, on va aller donner aux Français. Aurélien n'est pas très d'accord par rapport à cette démarche. Ce n'est qu'une proposition parmi d'autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que... C'est quand même l'équipe nationale du Cameroun. Écoutez, voilà, la loi de finances au Cameroun dit quoi? Puisque c'est avec l'argent public qu'on achète. On dit qu'avant d'aller chercher un fournisseur étranger, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de compétences au niveau local pour le faire. Moi, je sais le faire. J'ai même aidé les Français à créer leur marque. J'ai souvent été en Asie là-bas pour surveiller la qualité des équipements qu'on va envoyer à certaines marques dont je ne vais pas citer le nom ici, dont je sais comment ça se fait. Et on peut gagner beaucoup plus en faisant confiance en quelqu'un comme moi. À la maison. Oui, je sais le faire. Je peux... Tous les maillots, là, je sais les produire. D'accord. Aurélien, vous n'êtes pas très d'accord? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que vous voyez, les Lions Indomptables, c'est le label et puis ils se vantent. Ils ne sont pas là pour créer des revenus, pour qu'ils aient de l'argent. Ce n'est pas des commerçants. Donc il faut apporter les revenus. Il faut apporter de l'argent. Il faut venir vers eux. Vous savez qu'à une époque, j'ai vu le match Cameroun-Japon. Le Japon a payé jusqu'aux avions, jusqu'à tout. Le Cameroun choisissait le sparring partner. C'est-à-dire que si vous voulez jouer avec les Lions, ils vous disent occupez-vous de nous, nous serons 50. Et vous acceptez, ils viennent jouer. Ça s'est joué en Allemagne, ça a joué au Japon, l'Égypte nous a envoyé là. Parce que aujourd'hui, on va à une Coupe du Monde. On ne peut plus se permettre de venir. Moi, je suis très d'accord. Mais je vous dis d'abord une chose, c'est que si vous entrez là, dès que vous allez sortir 2 ou 3 échantillons, le marché Congo va sortir 1 milliard. Ça ne sera pas contrôlable. Et les Camerounais lambda, ils aiment là où c'est moins cher et tout. Ils vont suivre là-bas. Vous n'aurez pas une plateforme pour vendre ces maillots. Et je ne vois pas la FECAFOOT ne fait pas le commerce. Ils ne vont pas se placer. Donc moi, je pense que vous avez vraiment, moi, c'est louable pour un Camerounais qui a vraiment de la technologie entre les mains. Mais il fallait s'entourer des financiers qui pouvaient venir convaincre. Et maintenant, vous vous placez devant en tant que Camerounais, mais sauf que les exigences rigides que la fédération pouvait, n'est-ce pas, placer devant les grosses pointures, ils pouvaient un peu assouplir à votre niveau. Mais venir pour que vous livrez, non, vous pouvez peut-être faire ça dans des clubs, peut-être qui achètent et tout, mais la fédération a besoin des espèces. Et puis, même le coq sportif, en dehors de fournir des maillots, il y a de l'argent en espèces qu'on donne, je ne sais pas, par trimestre, voilà. Donc, on ne saurait
prendre voilà, on ne saurait prendre un local par rapport à cela pour donner seulement les maillots pour arborer et que c'est la FECAFOOT qui va encore débloquer de l'argent pour vous payer. Je ne pense pas que ça va marcher et pourtant les autres, en dehors des maillots qu'ils fournissent, et il y a quand même le per diem qu'on donne là-dessus et ça fait en sorte maintenant que eux ne vivent que de la publicité. Et cette publicité fait donc en sorte maintenant que les Camerounais vont jusqu'au niveau des supporters parce que quand vous voyez, quand les conteneurs arrivent, ils font des commandes et maintenant les extra-commandes qui concernent les supporters où les Lions amènent des délégations, y compris, et c'est là, c'est la FECAFOOT qui achète pour ses supporters. Mais s'il n'y a pas ce support financier, on ne pourra pas vous... Je doute fort, je ne dis pas que ça ne va pas marcher, je ne suis pas dans la tête, n'est-ce pas, de cette commission ou alors du président de la fédération, mais je dis les chances sont réduites. Ça pourrait marcher s'il y a une volonté politique derrière. Dans la proposition que j'ai faite à la FECAFOOT, j'ai proposé que l'État prenne des dispositions pour que les Chinois n'en fassent pas leur business, parce que même on parle de Cork, de Puma et tout ça. Puma n'a jamais vendu un maillot ici. C'est les Chinois qui fabriquent les maillots et ça rentre au Cameroun sans filtre. C'est les douaniers qui laissent entrer la contrefaçon au Cameroun. Donc si on met des barrières, on fait en sorte que les maillots qui viennent de Dubaï, les maillots qui viennent de Chine et maintenant de la Turquie, que ça n'entre pas au pays, et on crée des points de vente. On peut mettre ça sur Amazon, ça se vend. Il y a des points, il y a des manières de vendre. Mais l'État a la possibilité d'interdire à travers la douane aucune contrefaçon. Non. Pour qu'un produit entre, il faut qu'il y ait un certificat d'authenticité de ce produit-là. Que celui qui importe montre sa licence d'importation et l'agrément du propriétaire de la marque. Mais ici, chez nous, même vous allez en Chine, vous aurez du mal à trouver les Adidas, les Puma et tout ça dans la rue. Mais il y a des usines qui sont là que pour fabriquer et n'envoyer que dans des pays où il n'y a pas de contrôle, comme ici chez nous au Cameroun. Moi, je suis représentant de marque. Mais si, même il y a plein de gars au marché Congo. Là. Les Chinois, ils importent par conteneur, par vague et tout. Ils n'ont pas le droit, mais on les laisse. Les douaniers les accompagnent même jusqu'à là. Je ne comprends pas pour vous, en fait. Votre projet, ça inclut plusieurs facteurs. Hein. Oui, vous avez parlé de la FECAFOOT, vous avez parlé du facteur, vous avez interpellé l'État. Est-ce que ce n'est pas un peu lourd, ça? On parle de l'équipe nationale. Après, maintenant, vous revenez à ce que vous avez dit s'il y avait une volonté politique. Donc ça, c'est maintenant autre chose. On va peut-être évoluer sur ce sujet, passer rapidement à un autre. Ernest Mabouka, peut-être pour terminer. Bon, on a compris qu'il faut changer d'équipementier. On est revenu longuement là-dessus. Mais est-ce que concrètement, on a le temps? C'était peut-être une question aussi à laquelle Jean-Paul Fondjo pourra répondre. Est-ce que concrètement, on a le temps? On a par exemple vu les Lions indomptables, les U23, qui sont en stage avec les maillots sportifs. On a vu samedi dernier les Lions du Bisoka qui affrontaient le Sénégal avec les maillots sportifs. Il y a la Coupe du Monde qui approche. Et on sait aussi parfois qu'on a, par exemple, sur le plan de la com, ces petits films-là qui sont tournés avec des équipes qualifiées pour la phase finale de la compétition. Et forcément, la Coupe du Monde a lieu dans quelques mois. On imagine que dans quelques temps aussi, ça c'est quelque chose que la FIFA devra faire. Est-ce que maintenant on a le temps? Si, par exemple, on venait à tourner ces vidéos-là demain, que l'équipe nationale du Cameroun puisse justement se présenter à ce tournage-là avec un autre équipementier. Je crois que la question que vous me posez est la bienvenue, parce que cette question, je me rappelle, dans des compétitions comme la Coupe d'Afrique, étant qualifiés, nous cherchons un équipementier, spécialement quand Coco est venu. On est parti en Coupe d'Afrique, mais avec manque d'équipement, ce qui veut dire que par moment, les joueurs se mettaient à mettre un maillot pendant 2 jours en attendant l'arrivée des maillots qui étaient alloués à des compétitions. Lydie, je crois que si je regarde bien l'équipe actuelle de la FECAFOOT,
a quand même des gens chevronnés qui peuvent ne serait-ce que réajuster. Je crois que l'appel d'offres qui a été lancé, il y a des pourparlers, ce n'est pas encore concrétisé, mais la nuit porte conseil. On peut se dire que aujourd'hui nous sommes à la télévision, nous sommes en train de parler, le lendemain tout est réglé. Je crois que il y a des grandes firmes qui n'ont pas, ça ne causera pas de problème, comme a expliqué M. Paul Fonjo. Ça prendra quelques jours avant de pouvoir ne serait-ce que satisfaire l'équipe nationale du Cameroun qui sont en compétition. Je crois que Coq Sportif, c'est une petite firme qui était là avant, qui marchait à 100%, parce que nous avons été en Coupe du Monde avec Coq Sportif, mais le marché a été gagné par d'autres firmes qui ont ces gens-là qui peuvent fabriquer des maillots. Je crois qu'aujourd'hui, si le label de maillot des Lions Indomptables avec le nouveau équipementier sort et officiel, je crois qu'ils seront prêts à fournir les maillots même à ceux U23 qui vont dans des compétitions. Et il ne faudrait pas qu'on ait l'appel d'offres et que nous ayons ce que nous avons eu avec Coq Sportif. Parce que ça a sonné. On envoie les maillots aussi au niveau de la FIFA. Non, je dis. À l'avance. Hein? Oui. Quand je regarde le moment où nous avons signé, on a eu un galet d'essai avec Coq Sportif. Ça ne reflète pas l'image et c'est le label de l'équipe nationale du Cameroun que tout le monde connaît. Vous comprenez un peu. Maintenant, je crois que ceux qui sont au niveau de la Fédération camerounaise de football ont ce qu'on appelle un chronogramme qui les permettra de pouvoir ne serait-ce que avoir quelqu'un, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils se contredisent par rapport à ce qu'ils ont dit. Après la Coupe d'Afrique féminin, on ne pourra plus porter, nous allons rompre le contrat avec Coq Sportif. Si ça pouvait continuer, c'est qu'il y a encore de pourparlers. S'il y a encore pourparlers avec Coq Sportif, peut-être ça ne pourra pas. Est-ce que vous estimez que peut-être qu'avec l'arrivée du président français en début de semaine au Cameroun, c'est une question qui peut-être a quand même glissé dans les conversations? On a vu le président Macron insister par exemple sur le fait qu'il faudra réorienter la coopération France-Cameroun dans les domaines, il a parlé des industries culturelles, il a parlé à plusieurs reprises du sport aussi. Je crois que Lydie, si vous le dites, je crois que ça peut, parce que entre le président Macron et le président de la République, notre père Paul Biya, ça peut bien se parler parce qu'il s'appelle au téléphone, hein. Comme il disait Macron, ça peut influencer aussi. Et ça peut changer aussi les données au niveau de la Fédération camerounaise de football parce que c'est l'État, hein, c'est le gouvernement. Hein. Donc la FECAFOOT aussi, pour cet élan, pourra encore peut-être dire quelque chose, mais si le gouvernement décide, c'est l'État et ça pourra changer les données et Coq Sportif pourra continuer. Donc moi je me dis que sur le problème de diplomatie, ça peut régler beaucoup de problèmes. Parce que je crois que le sport, le président Macron l'a dit, il y a beaucoup d'appels d'offres, il y a beaucoup de choses que sur le plan sportif que la France est venue faire et proposer aux Camerounais. Je crois que ça pourra changer les dons. Voilà. Oui, Jean-Paul, sur la question des délais. Voilà, sur la question des délais, moi concrètement, sur le plan pratique. Moi, c'est mon métier. Donc, voilà, si après le 30 juin, parce que la FECAFOOT a précisé, hein, les 3 meilleures offres retenues seront soumises au comité exécutif de la FECAFOOT au plus tard le 30 juillet. Et à la suite de cette dernière délibération, le nouvel équipementier des Lions Indomptables sera désigné. Et si on le désigne, c'est simple. Comment ça se passe? Si le tissu n'existe pas encore, il a besoin d'une semaine pour produire le tissu. Une semaine. Dès que le tissu est prêt, on le déploie sur une table de découpe. Et la découpe se fait au laser. C'est-à-dire que le dessin est sur l'ordinateur. On appuie sur imprimer. Et puis c'est le laser qui coupe. On prend dans les pièce par pièce et on envoie à l'atelier pour assembler. Donc, une semaine pour produire le tissu. Le tissu, ouais.
même pas 2 jours pour la découpe et maximum 10 jours pour tout assembler. Le post-acheminement maintenant, pour partir de l'usine jusqu'à chez le transitaire, il faut environ 1 semaine. Et comme ça arrive au Cameroun et que la FECAFOOT a un agrément pour ne pas payer la douane, si c'est les maillots qui vont à la FECAFOOT, la douane, ça peut arriver le matin et à midi, on est sûr. Donc, pour question de délai, le grand maximum, c'est 1 mois. 1 mois. 1 mois. Donc, concrètement, parce que moi-même, j'ai souvent pu le faire. Vous vous souvenez que depuis 2002, c'est moi qui habillais tous les clubs de première division et de deuxième. Mais la commande souvent arrivait à 1 semaine du début du championnat. Souvent, vos collègues, ouais, l'équipementier, la fille, on ne va jamais envoyer les équipements à temps. Mais je n'ai jamais loupé. Et ça vous a fait travailler nuit et jour. Hein? Oui, nuit et jour. Voilà, on comprend qu'en termes de timing, c'est possible. C'est possible. Voilà, 1 mois maximum. On va donc oui, moi suivre l'évolution de cette actualité. Oui, moi je voudrais relever quelque chose, parce que vous avez parlé quelque chose. Moi je suis arrivé hier à Yaoundé, c'était dans la nuit vers les 19h. Et subitement, je prends la route qui va vers Imana. Et vous savez, quand vous allez vers Imana, c'est un côté aussi de la présidence et tout. Et arrivé au rond-point Loncac, je me rends compte qu'il fallait qu'on garde la voiture. On a cheminé à pied, arrivé quelque part. La GP nous a maîtrisé quelque part pendant près de 45 minutes. Vous ne bougez pas, vous ne grattez même pas la tête. On était là, c'est les règles de la sécurité. Mais quand je démarre, mais attends, donc le président français encore au niveau du palais, on me dit non, il est chez Yannick Noah. Ouais. Vous comprenez donc, Yannick Noah, c'est un maillon fort dans Coq Sportif où il est actionnaire et tout. Donc tout peut être possible à tout moment. Et vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai vu une photo à un petit dîner à la présidence avec le fils du chef de l'État, le chef de l'État lui-même, la première dame. Donc il était assis. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre avec des pincettes. Donc il y a encore un match dans cette affaire, je souhaite ainsi. Diplomatiquement, ça se gère. Hein, oui. Ça se gère. C'est-à-dire que dans la délégation. On va parler rapidement de Bissoka. 2 secondes. Dans la délégation d'un président, il y a toujours des commerciaux dedans. Quand le président parle, on lui signale, on dit que tiens, il y a la société française, par exemple Bolloré, qui est en difficulté. Comme tu vas toucher le président, s'il te plaît, touche-lui en un mot. On peut dire quoi? Il y a un corps sportif qui est menacé. Le corps sportif est menacé. S'il te plaît, fais quelque chose. Et se retrouver chez Yannick Noah. Ce n'est pas anodin. Hein. On aurait pu organiser ça au Palais des Sports, mais pourquoi chez Yannick? Et c'est Yannick qui a amené le corps sportif au Cameroun. Donc ne soyons pas surpris que demain un communiqué sorte que bon, finalement on a trouvé un arrangement. Le corps sportif a décidé d'améliorer la qualité des maillots et a... et là, ça vous met off quand même en tant que citoyen. Oui, bien sûr, on a l'habitude. D'accord. Donc, affaire à suivre, comme on le dit généralement. Rapidement, en image, le beach soccer avec les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Voilà, c'était samedi dernier du côté de Kribi, le Cameroun qui affrontait l'équipe du Sénégal sur la plage du stade Ngoye de Kribi. Ah, je reconnais même l'endroit, oui. Voilà, donc le Cameroun a été battu 9-1 par l'équipe du Sénégal dans cette première manche de la double confrontation entre ces deux pays. On rappelle que le match retour est prévu le 6 août prochain du côté de Dakar. Ce sera un peu compliqué pour le Cameroun. Il faut quand même rappeler que le vainqueur de cette double confrontation va donc disputer la prochaine phase finale de la CAN de beach soccer prévue au Mozambique. On parle championnat de vacances maintenant avec Aurélien dans un court instant. Peut-être le temps pour nous de regarder ces images de la finale du tournoi baptisé Hussein Samou. Oui. Voilà, ce tournoi. Le voilà en blanc qui s'approche là, un jeune garçon de moins de 30 ans.
d'accord. Donc, qui a mobilisé... Là, c'est le maire adjoint qui, je ne savais pas, il était un bon joueur. Oui, qui donnait le coup d'envoi avec des pichenettes. Là, c'est la finale. Là, c'est la finale. La finale qui s'est jouée dimanche dernier du côté du petit terrain, du stade de petit terrain de Bonamoussadi. Bonamoussadi, ici même dans l'arrondissement de Douala 5e. On voit quand même pas mal de monde. Hein, oui, là, c'est Happy Square. Voilà le coach qui était tellement content. Et voilà le président en blanc, Gandoura, qui s'approche là. C'était vraiment, vraiment merveilleux. D'accord. On va vous proposer de regarder quelques réactions justement recueillies à l'issue de cette finale. Yeah, actually I'm satisfied because from the first day we didn't think of reaching this position, but we have keep on pushing it, and we are satisfied we have taken the trophy. Je m'appelle Damoussen. Bon, on a manqué de réalisme au début, on a fait un bon fond de jeu, mais la chance n'a pas tourné en notre faveur. On espère faire mieux l'année prochaine. Mais nous sommes quand même déçus parce qu'on espérait vraiment rendre ça avec le trophée ce soir. Mais comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Donc, nous sommes fair play, on accepte la défaite, mais nous sommes quand même très déçus. Oui, la particularité de cette deuxième édition, c'est juste l'organisation. N'est-ce pas? On a fait un comité d'organisation à travers le promoteur qui est Hussein Samou, qui nous a regroupés parce que j'en fais partie et je suis le porte-parole et chargé de la communication. Et on faisait des réunions au jour le jour, match après match, et c'est ça qui a fait notre force pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Oui, du nouveau, hein, surtout les deux jeunes aux dents longues, parce que la première édition a été emportée par une équipe San Paolo qui avait des joueurs de renom, Ibatobi, Ngula et tout, où nous on savait qu'ils allaient arriver en finale. Mais sauf que Fusion aujourd'hui, qui est arrivé l'année dernière en demi-finale, aujourd'hui a pris la leçon, il est arrivé en finale. Et la révélation, c'est Apisqua qui est là aujourd'hui, un jeune loup, n'est-ce pas, au Danglong, qui nous a montré qu'il méritait. Et c'était parti pour 16 clubs, 16 équipes. Et aujourd'hui, ils sont arrivés en finale. Ils ne sont que 2. Donc voilà la révélation de ces jeunes qui nous ont démontré qu'il n'y a pas que les professionnels, il y a des jeunes aussi qui peuvent, n'est-ce pas, avoir du répondant et montrer quelque chose. Je crois, ma foi, c'est l'un des meilleurs championnats de vacances au Cameroun. Je pèse mes mots sans me tromper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gars sérieux, des gars qui travaillent pour le football camerounais. On va tirer chapeau au président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, depuis qu'il est arrivé avec tout ce qu'il fait comme effort. Mais je crois qu'il doit aussi s'entourer des jeunes comme ceux-là. Il doit aussi les approcher, il doit aussi leur donner des coups de main pour qu'ils essaient aussi de relever notre football. Parce que le niveau de jeu qu'on voit ici, on a l'impression que c'est le top level, quoi. Je crois que quand on voit ce qui se passe ici, on se dit qu'il y a de la matière. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une organisation derrière et il faut un soutien. À Douala 5, nous sommes prêts, nous allons mettre tout pour que le football se réveille à Douala 5e. Et il faut que nous, les élus locaux, que ce soit du côté de la Fédération camerounaise de football, que ce soit du côté des municipalités, nous devons accompagner ces populations, nous devons les donner le coup de pouce pour que nous puissions ramener le public que nous voyons ici aujourd'hui dans une compétition comme la Ligue départementale du Vouri ou la Ligue régionale du littoral. Donc aujourd'hui, nous pouvons saluer Hussein Samou pour cette initiative. Et d'ailleurs, je parlais avec les exécutifs de la mairie de Douala 5e. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons avoir une concertation pour améliorer l'accueil, la logistique, pour que ceux qui viennent voir ces matchs ne regrettent pas, qu'ils se retrouvent comme si c'était dans une autre fête. Donc, votre soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Crystal Drink, cristallisez vos envies. Voilà, donc c'est quelques images par rapport à ce tournoi. On va rapidement aborder ça avec Aurélien avant de passer à d'autres sujets. En termes de bilan, Aurélien, après cette finale du tournoi Hussein Samou, qu'est-ce que vous retenez?
Oui, le bilan, la fête en dit tout. La finale nous a démontré qu'on a mis les petits plats dans les grands. Vous voyez, n'est-ce pas, les ténors du football comme Jacques Essombe-Doumbé qui, à travers la mairie, va commencer à nous, n'est-ce pas, accompagner parce qu'ils ont vu que ce jeune Samou a réuni tous les jeunes. Et c'était une ambiance permanente. Hein? Pendant les 1 mois du tournoi, c'était comme ça. C'était une tradition. De ce côté-là. C'est-à-dire quand il était 14, vous vous rendez compte, on a rejoué un match où il y avait 2 équipes qui ne s'entendaient pas. Je pense Newbel contre Bepanda, où il y a eu tellement d'échauffourées, les joueurs, les arbitres nous ont dit, parce que c'est la Ligue régionale qui faisait la programmation des arbitres. Voilà. Oui. Voilà, justement, j'allais vous demander, parce que l'Africa Foot avait insisté quand même que pour tout à fait, et subitement, il faut être agréé. Tout à fait, par la fédération. Et subitement, le lendemain, n'est-ce pas, le président de la Ligue régionale de football, M. Mbekek, le grand frère, était arrivé, il a supervisé, il a vu. Et il était très content. Il a fait plusieurs tours de ce côté et en finale, il est venu. Et à partir de là, la Ligue nous faisait la programmation des arbitres. Donc, moi-même qui étais dans l'organisation, on ne connaissait même pas les noms des arbitres. Et on signalait seulement le nombre de matchs par jour. Et on avait 6 arbitres, comme on avait 2 matchs pratiquement par jour. Donc, je vous disais donc tantôt que 2 équipes qui ne parvenaient pas à s'entendre et les arbitres ont estimé qu'ils étaient en insécurité. Alors, on a décidé de mettre ce match à 8 h du matin. À 8 h du matin, quand on arrive vers... parce qu'on a commencé vers 10 h, je regarde, tout est bondé de noir. Il n'y a pas moyen de passer. 8 h du matin, un jour ouvrable, ce n'était même pas le week-end pour dire que les gens étaient au repos. Donc, vous comprenez qu'il y a des initiatives qu'il faut prendre pour que... Surtout en cette période de grandes vacances, il y a de l'engouement et tout. Et j'ai interpellé beaucoup d'entraîneurs de venir de ce côté. Je ne sais pas, mon frère Mabouka, je n'ai pas su qu'il était encore au pays. Normalement, il fallait passer parce que j'ai vu des révélations des gardiens de but qui n'ont pas de club, mais qui nous ont démontré vraiment qu'ils pouvaient faire quelque chose dans ce domaine. Et il y avait des joueurs qui étaient vraiment des non-names qui étaient là-bas. Il fallait vraiment que les entraîneurs viennent pour le début de saison essayer de dénicher, n'est-ce pas, ces jeunes talents. Bon, ben, tout a été très bien. Et ce jeune, n'est-ce pas, qui s'est levé un matin et il a dit, grand frère, est-ce qu'on ne peut pas organiser quelque chose? Je ne veux pas que ça soit long, juste un petit tournoi. Et il a fait ça, oui. Mais je vous assure que pendant qu'on jouait, on a eu tellement des annonceurs et il m'a dit non, pas cette année. Je pense que l'année prochaine, il faut qu'ils viennent maintenant, qu'on s'organise. Mais cette année, on ne veut pas des annonceurs. Donc, ce qui fait qu'on n'avait aucun annonceur. Il a pris sur lui d'organiser avec cette équipe. Notre équipe d'organisation, le SG Matip, comment? Et de doubler la prime. De doubler la prime. Non, chaque année, c'est crescendo. On a commencé à 500 000, on est monté à 1 million. Et l'année prochaine, parce qu'il voulait mettre 2 millions une fois, je lui ai dit non, là, ça ne va pas créer de la sensation. Il ne faut pas aller trop vite parce que là, on va plafonner. Il faut aller crescendo. Donc, l'année prochaine, peut-être ça va aller 1 250 000 ou 1,5 million, ça dépendra de lui. Mais, sauf qu'il y aura toujours une belle fête et à chaque début des vacances. Alors, peut-être une petite réaction, Agnès Mabouka, sur cette initiative, ce championnat de vacances. Oui, Lydie, je crois qu'Aurélien, avec M. Samou, je dis d'abord bravo. Parce qu'il est important de savoir qu'en période de congé, surtout après l'école, les enfants doivent s'amuser. Et quand les enfants s'amusent, ils attendent toujours d'avoir une récompense. Et je dis aussi chapeau à l'Africa Foot, parce que c'est important de savoir que il doit avoir un regard par rapport à ces championnats. Parce que tout centre de formation académique qui est affilié à ces championnats doit avoir un regard spécial. Parce que quelque part, dans nos coutumes, il était question que quand un joueur n'est pas licencié, n'importe qui peut venir prendre ton joueur, surtout nous qui avons des centres de formation, et faire ce qu'il veut. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie des compétitions reconnues au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et donc, je dis bravo à Aurélien, parce que je sais qu'il est quand même parmi les gens qui, sur le plan organisationnel, des gens qui sont capés. Et quand vous regardez Sao Tomé aujourd'hui, il est l'un des consultants, même au niveau du sport.
c'est des gens que... C'est des personnes avec qui on a partagé le plateau dans d'autres chaînes et qu'il dit souvent des choses. Et là, ça s'est concrétisé par rapport à ce grand championnat qu'ils ont organisé à Bounamissadi. Je crois que j'avais ces flairs-là, mais je n'avais pas eu le temps de venir regarder parce que quelque part, depuis que je suis au Cameroun, je m'occupe plutôt de mes jeunes, comme ils sont en congé. Après l'entraînement, je dois encore essayer de pouvoir reprogrammer l'entraînement et penser ce que je peux faire par rapport au développement du football au Cameroun. Je crois que je suis affilié au championnat de Bilonguin avec mes jeunes de U13. Nous faisons 3 matchs, 2 victoires et 1 match nul. À la Cité, c'est que j'ai eu mal avec les U17 parce que quelque part, ils ne viennent pas à l'entraînement, d'autres sont dans d'autres championnats. Il est difficile de les contrôler. Nous perdons les matchs, mais moi je prends ça comme ça parce que quelque part, il est important de savoir que la relève du football commence par les U9. Si vous voyez les 9 ans aujourd'hui, donc pour moi, je dirais à M. Aurélien et à son équipe SAMU de pouvoir penser au football jeune aussi. Ça veut dire qu'on puisse faire un championnat avec les catégories U12, U12, U13, U14, parce que c'est important. Pourquoi? C'est là où le football commence. Parce que pour voir la relève du football camerounais, c'est de venir voir les U14, les U12. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la Coupe Top, et qu'à la fin, la brasserie recrute que 11 joueurs, ça veut dire que quelque part, il y a encore d'autres qui sont au quartier, qui ne sont pas encore recrutés. Donc, c'est pour cela que je dis bravo, Aurélien, pensez à ce football jeune, en commençant par le U12. Le président est en train de vous suivre en direct, il m'a dit ce que Ernest est en train de dire là, c'est vraiment, et qu'on se penchera dessus, peut-être avant les grands, que les petits essaieront de jouer. Et pensez aussi au football féminin, c'est important. Mais voilà, on aura l'accompagnement. Vous avez suivi un conseiller municipal et le maire lui-même qui ont dit qu'ils vont nous accompagner. C'est quand même un jeune qui aime le sport et qui a pris sur lui d'accompagner, n'est-ce pas, les jeunes pendant les vacances. Maintenant, s'il a un soutien, pourquoi ne pas prendre le football féminin et aussi les jeunes pour faire. Et vous savez, on a géographiquement un stade très bien placé, ça fait en sorte que même les passants s'arrêtent par curiosité et finalement ça devient une tradition et voilà qu'on bénéficie d'une population et d'une visibilité qui est vraiment très bonne. Vous souhaitez réagir, Jean-Paul Foundio? Oui, je passe souvent, pour rentrer chez moi, je passe devant ce stade, j'ai toujours vu du monde, mais je ne savais pas qu'il y avait un tournoi. Il y avait un tournoi, il fallait vous arrêter pour regarder. Oui, je ne savais pas. Bon, c'est des initiatives à encourager. Il n'y a pas que là, dans les villages, surtout à l'ouest actuellement, là, il y a les matchs, ils appellent ça les tournois des congrès. Voilà, les fameux congrès. Voilà, les fameux congrès, ça se termine toujours par des matchs de foot et c'est devenu une tradition comme ça. Donc j'encourage ce genre d'initiative parce que même en France, vous avez titré tout à l'heure que j'avais été contractuel d'administration. L'administration a souvent pris l'initiative de faire en sorte que les enfants, pendant les vacances, ne soient pas délaissés, ne tournent pas, ne vendent pas de la drogue, ne deviennent pas des délinquants. Donc, il faut les occuper. Il faut les occuper. Donc, je voudrais dire à Aurélien qu'en dehors de... L'une de mes casquettes, je suis fabricant de coupes, de trophées, de médailles. Ah, d'accord. Je vous en prie. La prochaine vous n'allez pas faire votre marché sur mon plateau. Merci. On avance. Aurélien Diok. Vous me voyez. Aurélien Diok. On rentre tout de suite dans le débat avec le sujet sur le championnat de football professionnel. On passe du championnat de vacances au football professionnel avec ces conditions-là, disons, données par la Fédération camerounaise de football aux équipes, aux clubs professionnels pour participer à la prochaine saison sportive. Ce sont des conditions qui ont toujours existé. Maintenant, la FECAFOOT a précisé entre le 25 juillet et le 15 septembre 2022. Voilà les délais. Donc, les pièces à fournir, on rappelle, statut des clubs, règlement intérieur du club, le code disciplinaire du club, la fiche d'engagement du club, le logo, l'engagement d'une équipe de moins de 15 ans
et de moins de 17 ans au football jeune. Ça s'appelait à Enes Mabouka. L'engagement d'une équipe au Bisoka ou au futsal, c'est bien ou, donc soit le beach, soit le futsal. Le procès verbal de l'Assemblée générale tenue après la saison sportive 2021-2022 à laquelle a pris part un représentant de la FECAFOOT, la composition du bureau ou du comité directeur en indiquant les noms et adresses des membres. Les membres du comité doivent être majeurs. Une fiche comportant les premières et deuxièmes couleurs traditionnelles du club, les statuts de la société constituée au sein du club, la convention entre l'association et la société, un reçu de paiement des frais d'engagement aux compétitions, un reçu de paiement des frais d'au moins 16 licences, une attestation de compte et de relevé d'identité bancaire, le budget prévisionnel de la saison à venir, l'état financier de la saison précédente certifié par un expert comptable, un plan de localisation du siège social disposant d'une ligne téléphonique en service, d'une adresse électronique, courriel ou email propre au club et signé par le président de la Ligue régionale ou un membre du comité exécutif de la FECAFOOT de la région concernée. Un plan de localisation du terrain d'entraînement est signé par le président de la Ligue régionale ou un membre du comité exécutif de la FECAFOOT de la région concernée. Avoir un entraîneur principal et des entraîneurs adjoints formés et titulaires des diplômes délivrés par la FECAFOOT ou leur équivalent. Le contrat liant le secrétaire administratif ou le manager général au club, le contrat liant le kiné au club, une attestation de souscription à une police d'assurance responsabilité civile, sportive pour les joueurs et entraîneurs sous contrat. Ça fait beaucoup. Non, ça ne fait pas beaucoup. C'est la norme. Et la grosse question, combien de clubs vont pouvoir respecter ces conditions? C'est pas beaucoup, c'est la norme. Ouais. Et ça a toujours existé. Il y a quelqu'un sur Facebook qui me disait non, ça ne suffit même pas, il fallait même une caution bancaire. Bon. Mais c'est de ça qu'il s'agit, parce que je vous rappelle qu'il fut une année où Marseille était menacé de relégation à cause des problèmes financiers. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas dans le jeu, ils n'avaient pas eu un problème au cours du jeu, ils étaient maintenus et tout, ils étaient en première division, mais sauf qu'ils étaient menacés de relégation à cause de problèmes financiers. Et là, ils n'ont pas mentionné là-dessus. Parce que moi, j'ai toujours demandé quel est l'apport personnel, n'est-ce pas, de ces dirigeants. C'est ça, de ces dirigeants. Parce que l'argent qu'on leur donne, on appelle ça subvention. Quand on vous subventionne, la subvention, c'est un appui. On vient en appui sur ce que vous avez déjà mis en place et initié. C'est l'accompagnement. Mais aujourd'hui, la subvention est devenue le capital, le fonds de caisse, et c'est là où tout se gère. Et on les laisse monter et descendre comme si, à un moment, sans proposer l'apport personnel, ils exigent souvent qu'il faut que vous nous donnez de l'argent. Vous comprenez un peu? Et moi, je suis toujours en train de tirer sur la fédération, pas la fédération d'aujourd'hui, parce que c'est un problème qui a toujours existé. Le chantage des présidents de clubs, on ne va pas y jouer si on ne verse pas. Entre-temps, il n'y a personne qui demande toutes ces exigences. Tout ceci existe, moi je connais ça par cœur. On n'en a pas besoin, mais sauf maintenant que le défi que moi, je discute beaucoup avec des gens dans des différents forats et partout, je voudrais quelqu'un qui va mettre ceci en pratique. C'est-à-dire que si un club n'est pas capable de remplir ces conditions, qu'il ne joue pas le championnat professionnel. C'est aussi simple que tout. Qu'il ne joue pas. Je préfère qu'il y ait un championnat professionnel à 10. Ils n'ont même pas parlé. Dans l'environnement actuel, vous pensez qu'il y a au moins 10 clubs qui pourraient justement avoir tel profil? Quasi impossible. On me dit de laisser le temps. Mais ces gens ont tellement pris des habitudes que ça ne va pas évoluer. Ça ne va pas évoluer parce qu'un s'est renseigné aujourd'hui auprès de moi. Donc pour vous, pas de tolérance, plus de tolérance administrative là? Quelle tolérance? Je vous assure que cette année, le championnat s'est joué sur 4 mois. Vous vous rendez compte? Le président Samuel Eto'o a pris sur lui de loger les joueurs pour que les joueurs soient dans de bonnes conditions. Et ça s'est prouvé sur le rendement, n'est-ce pas, au niveau du jeu. Les enfants se reposaient bien, mangeaient bien. Mais sauf que ces mêmes présidents ont dit ça vous suffit. Donc il y en a des joueurs et des présidents, des coachs qui ont des familles. Moi, quand on est sorti au stade de la réunification, il y a un coach qui est venu vers moi.
me demandait, Aurélien, ça ne va pas. Je dis, mais attends, vous êtes logé, comment vous pouvez? Il me dit, on mange bien, je ne vous cache pas, on dort. Mais quand on vous appelle que l'enfant chauffe, vous n'avez rien dans vos poches, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, mais le président doit vous payer. Ils disent qu'on n'a pas dans ses salaires. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Avec quelle morale, quel mental un coach va venir gérer un club quand lui-même, on l'appelle à la maison et il me dit que depuis qu'ils sont partis à Bafoussam ou là, il ne revient pas à Douala depuis presque un mois. Entre-temps, il n'a pas autre activité parce que les entraîneurs ont choisi comme métier le football. Imaginez, on vous prend, on met à Bafoussam, vous n'êtes plus à Douala et votre femme vous appelle tout le temps que le gaz est fini et tout. Comment vous pouvez être concentré? Les joueurs, par exemple, même chose. Et j'ai donc demandé à un responsable de la fédération, est-ce que vous savez que la saison, cette année, une saison, c'est sur 4 mois. Et qu'est-ce qui se passe donc? Les joueurs, les présidents de club se sont précipités à faire signer, puisque la fédération avait déjà annoncé le début du championnat, donc il fallait recruter les joueurs. Ils ont fait signer des contrats, disant aux joueurs que signer d'abord, attendez, n'est-ce pas, le début du championnat pour que... Est-ce que quand vous signez le contrat en janvier, et que c'est un championnat qui a commencé en avril, c'est en avril qu'on commence à songer, vous donnez le premier salaire. Et le surcroît, vous commencez même à jouer, le premier salaire ne passe pas, le deuxième ne passe pas. Et quand les enfants sont venus vers moi, je leur ai dit, attention, vous jouez pour toute une saison, 4 mois. Donc ça fait 4 salaires seulement. Et si les 4 salaires, on ne vous les donne pas, vous allez passer une année blanche. Une saison blanche sans votre propre salaire. Donc tout ça, il y a un problème de mentalité, de volonté. Et c'est l'État du Cameroun et la fédération qui ont accompagné ces présidents. Et les présidents ont pris goût. Ils savent maintenant qu'ils sont tellement indispensables qu'à moindre menace, ils vous disent qu'ils ne jouent pas. Vous comprenez? Parce qu'il y a des présidents de clubs professionnels qui vont dans des cyber pour mettre les joueurs en ligne. Je pèse mes mots. J'ai rien contre eux parce que quand je parle, ils pensent toujours que nous, on est en train de tirer sur eux. Et d'autres ne s'arrangent pas à recruter, par exemple, des informaticiens, des jeunes qui sortent des centres pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, la FECAFOOT a l'année dernière programmé le début du championnat. Ils ont écrit qu'on donne encore une semaine parce qu'ils n'étaient pas prêts. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on met les joueurs en ligne. Et pour mettre en ligne, il vous faut un enfant informaticien que vous pouvez payer 100 000 francs le mois. C'est du professionnel. Et il ne vous fait que cela. Et vous n'aurez pas les mots de tête. Et de fois, on les appelle toujours, tel dossier n'est pas bien passé, vous n'avez pas bien téléchargé ceci, revenez reprendre et tout. Et on trouve que le championnat veut commencer. Ils ne sont pas prêts. Ils sont obligés d'écrire. Mais ça, c'est du quartier. Ça, c'est du quartier. Donc, si on ne met pas de la rigueur dans ce football, même avec Eto'o, Samuel Eto'o, ça ne sera pas professionnel. Il va faire avec les Lions des Otables tout ce qu'il voudra. Ce qui est les exigences de la CAF aussi, FIFA. Exactement. Vous avez vu même qu'à un moment, l'année dernière, quand la CAF choisissait les équipes, ils regardaient, n'est-ce pas? On vous prenait peut-être Coton et je ne sais pas, une autre équipe qui était bien installée. Vous ne pouvez pas quitter ici maintenant, vous dites que par exemple, par hasard, vous dites que je m'en vais au siège de, je ne sais pas, X Club, parce que quand vous allez citer le nom, vous ne pouvez pas aller, vous ne voyez même pas de plaque dans toute la ville. Vous avez déjà vu la plaque de quel club de première division? Vous connaissez le siège de quel club? Mais quand vous arrivez en France, est-ce que la direction olympique de Marseille, ça s'ignore? Les stades et tout. Voilà, on demande aujourd'hui de choisir les stades. Quelles sont les normes des stades choisis? Parce que maintenant, on l'a obtenu, le chef de l'État, n'est-ce pas, nous a donné des aires de jeu dignes de ce nom. Mais quand vous partez, je ne sais pas, dans un champ de patates, faire les entraînements, et le dimanche, vous venez jouer sur la pelouse, vous vous attendez à quel résultat de football? On s'entraîne dans des conditions, n'est-ce pas, optimales, pour aller là où vous allez démontrer ce que vous avez appris de l'autre côté. Et là, le football est champagne. Mais si vous ne le faites pas, il y a problème. Donc, il y a toujours tout ce problème. Et quand on demande maintenant de montrer les stades, ils vont aller maintenant faire des dessins et tout, parce que c'est comme ça qu'ils ont justifié les salaires des joueurs. Il y avait des gens qui ont tellement ri là-bas au niveau de la fédération, parce que si vous voyez les justificatifs des factures, que quand vous-même vous voyez des reçus, ça faisait rire. Ça faisait rire. D'autres, c'était des trucs qu'on a saisis, on a mis les noms.
Or, il doit avoir une traçabilité, il doit avoir, n'est-ce pas, des sociétés qui ont des numéros de compte bancaires. Et moi, je dis, pour compléter, il va falloir que chacun nous montre ici une attestation bancaire qui certifie que ce monsieur a au moins un 20 millions logés dans le compte. Ne serait-ce que, je pouvais aller plus loin que ça, mais comme on dit que c'est un peu dur, qu'il montre même un 10 millions, qui nous montre une caution avant qu'on en ajoute, n'est-ce pas, la subvention. Mais venir comme ça, parce qu'ils sont là, ils sont là carrément, ils attendent que le championnat commence et ils tendent la main, donner l'argent. C'est cet argent qui gère et les déplacements, et les primes, et les accessoires, et les... Non, ça ne peut pas se faire ainsi, on ne sera jamais professionnel. En tout cas, il y a quelques semaines, hein, le mois dernier du côté de Yaoundé, c'est Franck Capi, le directeur du développement du football au niveau de l'Africa Foot, qui avait quand même présenté un certain nombre de réformes justement par rapport au championnat professionnel, que ce soit MTN Elite 1, MTN Elite 2, encore la Guinness Super League en ce qui concerne le foot féminin. On va vous proposer de revenir quand même sur ces déclarations que nous avons recueillies à Yaoundé. Mais vous avez vous-même suivi, après les exposés que nous avons faits, vous avez suivi le mot du président aujourd'hui qui a résumé ces 6 mois de magistère en 10 points. Et vous avez vu que ça donne l'impression qu'il est là depuis plus de 5 ans. C'est extraordinaire. Et quand dans les présentations, moi je vous parlais de cette vision-là et des actions qui vont être menées, qui ont déjà été menées, on avait l'impression que ça sortait d'ailleurs. Et je vous ai dit, c'était le facteur X. Regardez simplement cette convention assignée qui est déjà prête et qui attend la validation de l'Assemblée générale de 9 milliards avec une banque de la place pour accompagner le développement infrastructurel de la fédération. C'est difficile pour un président de fédération d'obtenir ce genre de fonds. En général, c'est la FIFA qui donne ce genre de fonds aux associations. Pour qu'un président de fédération obtienne ça, c'est sa crédibilité qui l'engage. Ce n'est pas celle de l'institution. Et c'est pour ça que vous avez vu, nous l'avons appelé le facteur X, parce que c'est le facteur qui règle des problèmes qu'en temps normal, vous ne serez pas capable de... Rien que ce point-là vous permet de résumer l'ensemble de l'action du président de la fédération. Là, on est à 25 clubs en première division. La saison prochaine, on sera à 22. La saison d'après, on sera à 19. Et après, on sera à 16. C'est clair que chaque saison, jusqu'à ce qu'on soit 16 clubs, 5 clubs vont descendre en deuxième division et 2 clubs vont monter de ligue régionale, de deuxième division vers la première division. Par contre, d'ici peu, il n'y aura plus de deuxième division dans le plan du président. Il veut une seule division d'élite en première division pour qu'elle ait le plus de moyens possible, le plus de visibilité. Donc pour nous, ce n'est pas un problème. Les moyens sont là, il y a une volonté. Maintenant, la politique elle doit être mise en place et voilà. Et c'est ce que nous sommes chargés de faire. Effectivement, le salaire minimum également, qui est aujourd'hui de 100 000 francs, passera à ce moment-là à 400 000 francs. Ce qui est clair également, ça fera évoluer le budget des clubs. Donc, en plus de l'accompagnement fédéral qui sera conséquent, le budget des clubs également devra être revu à la baisse. Mais on est confiant parce que le partenariat qu'on a avec vous, ensuite la visibilité qu'a la fédération, les infrastructures qu'on a, on aura des sponsors qui vont revoir leur position. On aura, les tickets d'entrée au stade et surtout les droits télé. Parce qu'aujourd'hui, c'est 0 francs au niveau des droits télé. On ne peut pas faire un championnat sans avoir des droits télé qui génèrent des ressources. Donc, honnêtement, la valorisation de notre championnat, elle est active, elle est visible. Et nous, on n'a aucune crainte de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Les foot féminins, tout à fait. Et vous avez vu, aujourd'hui, on est à 100 000 francs de salaire minimum en football masculin. C'est la même chose au football féminin. Et lorsqu'on sera à 400 000 en 2025, ce sera la même chose pour les filles. Donc le président, il tient à ça. Ça fait partie également de la spécificité de son mandat. Nous, on a simplement l'obligation de l'aider à atteindre ces objectifs le plus rapidement possible. Vous avez parlé également du transfert des joueurs des clubs amateurs pour les clubs professionnels. L'indemnité de préformation, ça c'est... Honnêtement, c'est la bouée de sauvetage du football amateur. Parce que dans la restructuration, si vous ne pensez pas à ça, à permettre au football amateur de garder ses meilleurs joueurs, parce qu'à l'heure où on parle,
les joueurs amateurs sont libres à la fin de la saison parce que la licence est annuelle. Et les footballeurs professionnels prennent des joueurs alors qu'ils sont supposés payer une indemnité de préformation, ils ne le payent pas. Bon, avant, ils ne le payaient pas parce que les clubs étaient financièrement exsangues, comme le président l'a dit. Mais aujourd'hui, des moyens sont donnés aux clubs, les clubs doivent se restructurer. Donc, ils vont commencer à payer cette indemnité de préformation qui va donc faire que si vous n'êtes pas capable de payer, vous n'irez pas prendre des joueurs chez les clubs amateurs. Et c'est 500 000 francs lorsque vous prenez un joueur de Ligue 2, vous prenez un joueur en tant que club de Ligue 2 et 1 million si vous êtes un club de première division. Donc si vous ne voulez pas aller dépenser cet argent en prenant des joueurs des clubs amateurs, vous créez vos propres académies. Donc tout ça crée le développement. Et quand vous n'allez pas prendre les clubs de ces clubs amateurs, des joueurs de ces clubs amateurs, ils vont rester en club, ils vont renforcer leur club. Alors que là, en cette fin de saison, ils sont libres. On a d'ailleurs fait une étude dont je vous ai parlé. Si on avait appliqué cette mesure cette saison, les clubs professionnels auraient dû payer 350 millions en termes d'indemnité de formation au football amateur. Vous imaginez ce que ça ferait à ces promoteurs-là? Voilà les axes de la vision de notre président et sur lesquels nous on est chargé de la faire implémenter. On comprend que la réforme, ce sera à tous les niveaux et avec ce qu'on voit concernant le championnat de football professionnel MTN et Ligue 1 et le foot féminin, on comprend. On va peut-être pas dire, comme certains de nos confrères, que la FECAFOOT a lancé les hostilités, mais bon, on comprend, Ernest Mabouka, que la récréation semble terminée désormais. Partout. Il y avait beaucoup de récréation. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il est important de comprendre que quand on est étudiant, quand on a étudié quelque chose, il faudrait automatiquement qu'on vous donne le travail. Comment se fait-il qu'un club est géré par un président de club qui est tout, financier, trésorier, conseiller, entraîneur? Ça fait beaucoup de cacophonie. Moi, je vais vous donner un exemple. Un président de club qui crie de la tribune que remplacez-moi le joueur là. Et ça fait partie de quoi? C'est le sport ou bien c'est le quartier? Parce que je vais vous dire quelque chose. Celui que vous avez recruté, il est entraîneur là. Il a sa place là parce qu'il a un diplôme. Et il faudrait révaloriser la direction technique qui donne les licences à ces entraîneurs de s'asseoir au banc de touche. C'est pour cela qu'on a mis ce pan-là, en se disant que les entraîneurs qui sont diplômés de la Fédération camerounaise de football ou bien l'équivalence de leur diplôme qui pourra leur permettre de travailler. Vous comprenez un peu? Là, il y aura aussi un regard. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va un peu au pas de course. Hein. Donc aujourd'hui, vous êtes d'accord avec cette démarche Très d'accord, depuis des années même. Ouais. Je vous donne... Mais sauf que parfois on a vu, hein, on commence comme ça, après, bon, les présidents des clubs... il y avait une légèreté, Lydie. Ce qui se fait maintenant ne se faisait pas avant parce que le président du club était ami avec le président de la Fédération camerounaise de football. Donc vous estimez qu'aujourd'hui la FECAFOOT doit être ferme? Il faut être très ferme parce que quelque part, ces gens que vous employez, ces gens qui travaillent dans le club ont été formés par la Fédération camerounaise de football. Comment un entraîneur est formé à la Fédération camerounaise de football qui est roulé à la boue avec les présidents de club qui n'ont jamais été formés par la Fédération camerounaise de football? Vous voyez, quand un entraîneur a pris un diplôme qui lui permet de travailler, respectez la personne. Un président de club ne peut pas être un entraîneur, c'est un patron, mais qui se limite à faire des réunions, pas dans les stades, mais dans des bureaux. Et l'administration, et vous voyez aujourd'hui, peut-être ils ne vont pas penser, mais c'est dans le cahier des charges, vous n'avez pas les administrateurs que vous avez donné des contrats, vous ne pouvez pas gérer des clubs comme l'épicerie. Jean-Paul Fondio, est-ce que vous pensez quand même que les clubs vont pouvoir respecter toutes ces conditions-là? Moi, ça m'étonnerait. Hein. Je ne sais même pas. Il faut aussi se poser la question dans l'autre sens. Un président de club gagne quoi? Parce que quand on monte, on ne sait pas si c'est une association, auquel cas c'est du mécénat, ou si c'est une entreprise. Donc quand on monte une entreprise, c'est censé générer des revenus et des bénéfices. La plupart des présidents de clubs que je vois, ils se plaignent toujours que je passe tout mon temps à nourrir ces enfants-là et tout. Ils gagnent quoi, eux? Donc, la fédération, une fédération fédère un ensemble de clubs. S'il n'y a pas de club, il n'y a pas de fédération. La fédération devrait, Franck Appiah a commencé à le dire tout à l'heure, elle devrait plutôt
faire des séminaires de formation des présidents pour leur dire comment rentabiliser leur investissement. Moi-même, j'ai été président de club olympique Mangwa en Bouddha. Ça me coûtait, c'était en D2 régional. Ça me coûtait 7 millions par saison. Et ça ne m'a jamais rien apporté. Et ça m'a apporté tellement des ennuis, on me voyait, je sais pas. On gagne quoi? Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit, OK, comme vous pensez que je ne peux pas vivre sans vous, à partir de demain, il n'y a plus de club. C'est après qu'on me court après, oui, président. J'ai dit, non, c'est bon, ça suffit, quoi. Mais 7 millions vont me servir à faire autre chose. Non, les présidents gagnent quoi? Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas créer justement les conditions qui devraient leur permettre de rentabiliser leur activité? Il faut donc informer et féliciter même les présidents qui mettent des moyens pour l'encadrement de ces jeunes. Moi, le président Jean-Claude, je voulais vous dire quelque chose. Quand on crée un club, on doit avoir un projet. Et dans ce projet, il faut savoir comment se préfinancer. Sinon, on ne crée pas. Je vais vous donner un exemple. Oui, sinon, on ne crée pas. Je vais vous donner un exemple. Le joueur qu'on appelle Tokolo Ranji vient du centre de formation où moi, Mabouka, j'avais travaillé. Vous comprenez un peu? Et on a joué à Alexandra United comme en Ligue régionale du Cameroun. Et ce joueur jouait dans cette équipe. Le président a pensé que, comme vous, je vends le club. Il a vendu le mien. Non, il a vendu. Attendez. Il a vendu. Bien après, c'est lui qui courait encore derrière ce joueur pour le reprendre, pour le revendre en Suède. Et bien après, il a eu combien? Plus de 700 millions de francs CFA a fait en sorte que M. Farouk Khan aujourd'hui a son centre de formation avec des piscines et autres, salles de gym et autres. Comme pour dire quoi? Comme pour dire qu'il avait ce plan de faire venir un partenaire et signer les accords qui était une équipe suédoise, Helsingborg. Mais la malchance, c'est qu'il vendait l'équipe en donnant les licences. Et bien après, lui, il avait la clé parce qu'il pouvait encore. Helsingborg avait vu après 3 matchs, vu qu'il y avait un bon joueur dans cette équipe. Et il est aujourd'hui. Donc il y a les mécanismes justement pour pouvoir rentabiliser cette activité. Lydie, moi je vous dis, si je termine en vous disant que si vous le faites seul, sans avoir des experts, vous allez frapper votre front sur le mur. Voilà. Si vous avez les experts qui peuvent vous donner des conseils, il est prêt à pouvoir... Regardez, demandez au président des PGS comment ils font pour avoir les Coton Sport. Voilà, on aura forcément l'occasion de rebondir sur ce sujet, le temps peut-être pour nous, avec la récente visite du président français au Cameroun, de revoir un peu ces sportifs-là, naturalisés, et qui sont originaires du Cameroun. Et rapidement, on va vous proposer ce reportage de quelques figures avec Oni Ladonnette. Over the years, Cameroonian athletes who have naturalized into French citizens have left their mark in the sports arena. Yannick Noah, former professional tennis player, is a typical example. Born to a Cameroonian father, Zachary Noah, Yannick is the first French citizen to have won the Roland Garros tennis tournament in 1983. He was the first captain of the tennis team to have guided the group to their first Davis Cup in 1991. Right up to date, the 61-year-old remains the face of tennis in France. In football, Samuel Umtiti shines the light not only on the Blues, but his native land Cameroon. The 29-year-old was part of the golden generation to have won the World Cup in Russia in 2018. Another name worthy of mentioning is Grèce Yinda Colette, a centre-back who represents the France women national team and also plays for Lyon. Despite her Cameroonian origin, this 27-year-old has always been active for the Blues, from representing the under-17 squad and now the national team. In the judoka discipline, Chevry Semane is one of those to have shone the green, red, yellow. The current European champion in the women's 63kg weight class now identifies with the country of Emmanuel Macron. As for François Mbango, the change was made in 2010. After representing the country of Paul Biya and winning over 2 gold medals at the 2004 Athens and 2008 Beijing Olympic Games. This gem now identifies as French
The list of sportsmen and women to have abandoned their country of origin, Cameroon, for France is endless, with the most recent being NBA star Joel Embiid. Voilà, c'est la fin de cette émission. Peut-être un petit commentaire, Jean-Paul Fondio, l'importance justement de voir ces sportifs-là dans les délégations des présidents français quand ils viennent au Cameroun. Ben ça, c'est bien. Le Cameroun est un gros pourvoyeur de sportifs pour la France. Ça s'appelle de l'interdépendance. Le Cameroun est indépendant, participe à l'interdépendance. La France aussi forme des Camerounais qui viennent renforcer l'équipe nationale. Et quand la formation est terminée, ben, la France garde les meilleurs et ceux qui ne sont pas assez bons pour l'équipe de France, ils sont reversés dans l'équipe du Cameroun. Ça fait un échange dynamique entre pays amis. Donc, moi, vous m'avez présenté ici comme un ancien contractuel d'administration. Vous connaissez quand même l'environnement. Oui, je connais l'environnement. À l'époque, j'ai travaillé au service des sports, à la direction des établissements nationaux. Donc, à l'époque, quand Yannick Noah gagnait à Roland-Garros, là, moi, j'ai travaillé déjà au ministère. Et on me disait, ouais, bah, le Cameroun, le Camerounais Yannick et tout. Moi, j'étais fier, franco-camerounais et tout. Donc, le Cameroun et la France sont deux nations sœurs. Nous allons jamais nous départir de la France. La France a besoin de nous. Nous avons besoin de la France. Le président français qui annonce la coopération davantage dans un domaine comme le sport. Comme le sport, j'ai entendu dire qu'il va financer, je crois, 54 ou 45 stades au Cameroun. Je ne sais pas si c'est en Afrique ou au Cameroun, mais c'est bien comme ça. En France, il y a des sites un peu partout. Là où le tournoi Samoula s'est joué, si c'était en France, ça devait être dans un site bien protégé, gazonné et tout, et pas sur du stabilisé comme on a vu là. Donc, si la France nous aide, prenons ça de deux mains. Et c'est bien. Par contre, quand on nous dit que le Cameroun n'accepte pas la binationalité et qu'on vient nous présenter des binationaux dans un pays qui ne l'accepte pas, il y a un problème. Merci bien Jean-Paul Fondio, merci Aurélien Djoc d'être venu ce soir. Merci Ernest Mabouka, merci à toute la grosse équipe technique. Malheureusement, on n'a pas pu avoir au téléphone Alain Fabien pour des soucis liés à l'aspect technique. On espère la voir dans nos prochaines éditions. Amis sportifs, merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Votre soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Crystal Drink, cristallisez vos envies.